Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, la petite particularité, c'est qu'on accueille un groupe BPGEPS de la Fédé 60 qu'on salue. Bienvenue. Euh, Donc, c'est le quatrième webinaire d'une série qu'on a lancée en septembre. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le précédent qui était sur les VSS, enfin, on a fait évoqué le kit qu'on était en train de construire et qu'on a publié récemment et qui est donc en ligne maintenant sur les chroniques pédagogiques. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien tout de suite dans la conversation. Donc j'ai rajouté, il y a le replay du webinaire et puis les différentes ressources et notamment le kit qui est donc tout beau, tout neuf, que vous pouvez aller récupérer avec plein de ressources vraiment de qualité. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Ça sera forcément utile. Et puis, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sébastien qui va nous parler de numérique et d'esprit critique. Et on a aussi la chance d'accueillir David Mohan qui est du coup fraîchement arrivé au Centre confédéral justement là, pour diriger le service sur les politiques éducatives et qui s'occupe notamment de toute l'animation de la résolution de congrès autour du développement de l'esprit critique et donc à qui je vais céder la parole pour nous expliquer aussi comment tout ce sujet va vivre et comment il s'articule finalement avec notre plan stratégique des 3 prochaines années. Donc David, si tu veux introduire, et puis ensuite on laissera la parole à Sébastien qui pourra nous développer son propos. Merci, Julien. Bonjour à tous. En effet, et bonjour à nos camarades de la 60 qui sont en nombre. Comme le disait Julien à l'instant, en effet, moi, je viens juste donc d'arriver au début janvier là au Confédéral sur la direction des actions éducatives et citoyennes qui voilà va piloter un petit peu les services, ceux qui connaissent en effet numérique, éducation, politique éducative et la formation pro on est dedans, mais aussi agriculture, ESS et engagement des jeunes, si je n'oublie personne. Et l'animation de cette question de congrès, et je profitais juste en effet de ce webinaire pour remettre un petit peu ça en perspective après ce que va vous présenter, enfin avant ce que va vous présenter Sébastien, qui a des super outils à dispo qui sont développés par nous notamment. La question de congrès, je sais déjà que vous la connaissez toutes et tous par cœur, forcément. Et elle sera présentée notamment pour ceux qui seront éventuellement là ce week-end aux journées d'études des responsables fédéraux à Paris, où il y aura un temps où il y aura justement un site un peu plus global qui rassemble les activités du réseau qui seront présentées. Et Sébastien, tu me diras si je me trompe ou pas, mais qui sera en libre accès après sur l'espace numérique qui va être présenté en parallèle de Numiduc, mais je te laisserai sûrement dire un mot sur tout ça également. Peut-être juste pour vous dire en effet que l'esprit critique, aujourd'hui, on l'associe à pas mal de sujets, donc c'est un thème pour nos amis en salle, c'est notamment un thème que la Ligue travaille depuis longtemps et c'est un thème qui traverse actuellement très fortement notre société. Tous les jours, on entend parler des fake news, tous les jours, on entend parler de surinformation, désinformation. De plus en plus, on ne sait plus si c'est du vrai ou du faux, si c'est généré par une IA ou pas, ce qu'on voit, ce qu'on entend, et ce qu'on nous dit et compagnie. Et ça, c'est quotidien. Et plus ça va aller, plus ça va s'installer, ça va se développer, et ça va être encore pire. J'ose même pas imaginer les puissances de l'IA dans 5 ans, voire dans 10 ans. Donc en effet, on a un rôle de formation, en permanence, on a un rôle de sensibilisation. La Ligue intervient dans beaucoup d'endroits avec ses préceptes d'éducation populaire
qu'on doit savoir en effet aujourd'hui clairement intégrer ces espaces d'opportunité que nous offre le numérique, mais aussi ces espaces éventuellement de risque quand, en effet, des enfants, des jeunes, des ados, des adultes aussi, et de tout âge qu'on accompagne ou avec lesquels on travaille ou on évolue, sont percutés avec ça et ne savent pas comment forcément discerner le vrai du faux, savoir ce qu'ils doivent retenir ou pas. Donc la Ligue s'est saisie là, je vous dis que ça fait des années qu'on travaille ce sujet, bien évidemment, c'est même quasiment inhérent à notre approche d'éducation populaire, cette notion d'esprit critique, de faire marcher notre esprit critique par rapport à ce qui nous est donné de voir ou ce qui nous est donné d'apprendre. Mais en tout cas, là, il y a une question qui a été posée. La Ligue a un congrès tous les 3 ans, je le dis notamment pour nos amis en salle, en effet, et avec un thème fort. Et là, le thème, c'était ce sujet-là, avec plusieurs questions, mais en gros, voilà, nouveau défi, nouvelle émancipation, et comment on doit faire tous ensemble pour éduquer à l'esprit critique. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments. Peut-être juste vous en dire un mot. Nous, on s'appuie sur le besoin de former à tous les niveaux, tout le temps, de nous continuer à se former et de continuer à former les personnes qu'on va accompagner, de pouvoir coopérer sur les territoires, alors avec les assos, jeunesse, éducation populaire, mais aussi avec les personnes qui interviennent plus dans les démarches scientifiques, de pouvoir en effet avoir cette double approche de la culture scientifique qu'on doit bien remettre au cœur. On a vu malheureusement la période de Covid nous a tous ébranlés aussi sur des certitudes. Parfois on savait des choses et on se rendait compte que le lendemain ou quelques jours après, ce qui paraissait être une certitude pouvait être touché, ébranlé sur pas mal de choses. Et comment on crée des espaces de débat organisés, sincères sur ce sujet, et comment on arrive tous, sans avoir une vérité, mais à permettre d'outiller, d'aider, d'accompagner les personnes avec lesquelles on travaille sur ce sujet. Et je finirai avant de laisser la parole à Sébastien sur peut-être dézoomer. Aujourd'hui, on travaille, et c'est le but de ce webinaire, d'avoir une approche sur l'esprit critique et le numérique. Il y aura un deuxième temps, je crois, Julien, sur l'esprit critique et l'IA aussi, donc l'intelligence artificielle dans les temps à venir. Mais l'esprit critique, c'est aussi tout un tas de choses. Ça vient toucher l'éducation, aux médias, à l'information. Ça vient toucher notre connexion avec le réel, donc avec ce qu'on peut faire dans les colos, avec ce qu'on peut faire dans les classes découvertes, avec ce qu'on peut faire pour reconnecter nos jeunesses au réel. Ça vient toucher aux questions des compétences psychosociales qu'on développe beaucoup les temps derniers dans nos fédés, qui pareil n'est pas un nouveau concept pour nous, mais c'est toute une matrice, je dirais, c'est tout un environnement complet d'outils, de moyens et de mécanismes qu'on doit pouvoir mobiliser toutes et tous pour ça. Et le Confédéral est un lieu aussi ressource sur ce sujet. Et le meilleur exemple, ça va être avec Sébastien, à qui je vais laisser la parole pour présenter ces outils là-dessus. En tout cas, voilà, nous, ça va nous guider et rythmer et animer aussi nos réflexions collectives avec les fédés et les UR au sein de la Ligue pendant les mois qui sont devant nous. Voilà, Julien, je pense que j'ai à peu près fait une petite intro un peu sur cette question. Oui, ça donne un peu de la profondeur au sujet qu'on va aborder tout de suite, et ça montre que c'est un peu au cœur de nos sujets. Donc voilà, Et n'hésitez pas, peut-être juste Julien, et après je me tais, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les pros qui sont en effet autour de la table du réseau, vers moi, vers Julien, vers Sébastien, on saura vous orienter vers les collègues. Et moi, je vais juste devoir vous quitter juste vers 16h30 parce que j'enchaîne avec une autre visio après. Mais je vais écouter en tout cas un petit peu Sébastien, je vais voir si je peux pousser un peu. Ok, merci. Et avant de laisser la parole à Sébastien, je vous invite au maximum, autant que faire se peut, à ouvrir vos caméras. C'est quand même plus agréable pour Sébastien de vous voir pendant qu'il intervient. Donc voilà, Sébastien, la parole est à toi. Merci bien. Eh bien, bonjour tout le monde. Peut-être pour commencer, j'ai déjà rencontré, je vois les noms dans le volet participant, j'ai déjà rencontré pas mal d'entre vous et on se connaît pour une partie, mais du coup, pour celles et ceux que je connais pas encore, je vais me présenter. Et puis, je vais présenter aussi le pôle numérique aussi pour dire aussi un petit peu d'où je parle et dans quel contexte. Même plus largement, en fait, là, aujourd'hui, je travaille au Centre Confédéral depuis 3 ans et demi à peu près.
Avant de travailler au Centre confédéral, j'étais sur la fédération de Seine-Saint-Denis, fédération 93, en tant que chargé de mission numérique éducatif, je crois que c'était l'intitulé exact. Et du coup, maintenant, je travaille au Centre confédéral, donc au pôle numérique, avec Mathieu Muselet qu'on est le responsable, en qualité maintenant de chargé de mission développement pédagogique. Alors, derrière cet intitulé, se cache un peu mes missions. Mes missions, ça va être d'accompagner les fédérations du réseau qui travaillent sur les questions numériques dans de l'outillage pédagogique pour mettre en place des ateliers auprès des publics, mais également de faire le lien entre les fédérations, celles qui travaillent déjà sur certains sujets et celles qui aimeraient y travailler, de partager des contenus déjà existants, d'en créer des nouveaux. Là, je vais vous montrer essentiellement des contenus qui ont été réalisés dernièrement, que j'ai réalisés dernièrement. Donc voilà, mes missions, c'est ça, accompagner le réseau, coordonner un peu des groupes de travail pour travailler notamment sur certains des contenus que vous allez voir. Parce que quand je dis que je les ai réalisés, mais en fait, je les ai réalisés peut-être plus dans l'aspect pratique, technique, etc. Mais dans la réflexion, il y a énormément de personnes, et notamment parmi les gens qui sont là, qui sont également à la visio, qui ont pu participer sur certains groupes de travail EMI à la conception de certains des outils que je vais vous présenter. Donc voilà, évidemment, c'est quelque chose de très coopératif. Le pôle numérique du Centre confédéral est un peu comme l'ensemble des fédérations, un travail sur les sujets numériques. Il y a un petit peu des sous-sujets, on va dire. L'inclusion et la médiation numérique, accompagner les publics qui sont les plus éloignés des usages numériques, de la compréhension des usages numériques, donc les accompagner pour, par exemple, retrouver ou avoir leurs accès aux droits ou des choses comme ça. Un deuxième sujet sur lequel il y a beaucoup de demandes dernièrement, c'est la parentalité à l'heure du numérique, accompagner les parents sur tous les questionnements qu'ils ont dans l'éducation aux usages numériques de leurs enfants. Comment les accompagner. Une autre question qui est directement en lien, ça va être celle qui va nous concerner plus aujourd'hui, donc l'éducation aux médias, à l'information et l'esprit critique. Comment aujourd'hui, dans un monde où on est un petit peu passé de spectateurs des médias, où à un moment on recevait l'information et on la traitait, où aujourd'hui tout le monde est à la fois spectateur et acteur des médias, donc tout le monde participe à la création de l'information, ou du moins tout le monde peut participer, hein, c'est quand même beaucoup plus technique. D'ailleurs, on s'aperçoit que socialement, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui vont participer, et souvent les mêmes qui restent aussi spectateurs. Et puis, j'allais dire deux autres sujets, mais un sujet un petit peu en deux, qui est la compréhension des objets techniques. En fait, qu'est-ce que le numérique techniquement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière un ordinateur, comment ça fonctionne derrière un téléphone portable, comment fonctionnent les algorithmiques qui portent les recommandations, qui orientent des comportements ou des décisions, et aussi dans la compréhension des objets techniques, évidemment le sujet de l'intelligence artificielle, mais ça on en parlera sur une prochaine visio le 26 février, parce que Julien m'a invité à revenir une deuxième fois pour un point plus spécifique sur les intelligences artificielles. Mais je vous montrerai quand même un petit bout de ce que je propose sur les intelligences artificielles. Donc voilà pour une présentation un petit peu globale. Là, ce que je vais vous proposer, j'ai réfléchi un petit peu le truc, la séquence d'aujourd'hui en 4 étapes, en 4 points. On a jusqu'à 18h, donc ça fait à peu près 1h40. Alors 1h40 divisé par 4, j'ai du mal. Là tout de suite, ça fait 15, ça fait 25 minutes. Ça fait 25 minutes. On se dit, ouais, je fais une présentation. Je fais une présentation d'à peu près 15, peut-être 20 minutes, et on fait des échanges 5-10 minutes à chaque fin de séance. Julien, ça te convient? On part sur ça alors. Nickel. Et puis voilà. Alors, les outils que je vais vous présenter, ils se retrouvent tous au même endroit, donc c'est assez facile.
de les retrouver et puis de naviguer un petit peu. Je vais vous en présenter 5-6, donc, dont certains en connaissent déjà une partie. Hein. Et en fait, vous les retrouvez tous au même endroit. Et au-delà de ça, généralement, les informations que je vais vous donner, vous les retrouverez toutes dans les outils. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des notes hein, sur ce que je vais vous présenter, mais vous retrouverez toutes les informations que je vais vous partager à l'intérieur des outils que je partage. En fait, là, on va se retrouver sur un site qui s'appelle numeduc.org. Je vais vous le partager en lien, hop, et avoir le partage. Je pense que j'ai le partage, Julien. Ouais, c'est ouvert. Ok, super. Donc, je vais déjà vous le partager en lien. Et puis après, je vous montre. Numeduc.org, en gros, c'est un petit peu mon bac à sable. Hein, c'est-à-dire que c'est un endroit où je vais expérimenter un petit peu des outils. Et quand j'expérimente les outils, généralement des outils qui ont été demandés, qui ont été réfléchis, co-conçus, etc., avec les fédérations, je les mets en place et puis je les propose. Et puis ça, on me dit des fois, ça c'est très bien, ça c'est nul, ça on l'enlève, ça on garde. Et en fait, c'est des outils qui souvent ont alors pas pour tous, parce que du coup c'est un outil aussi bac à sable, hein, ont été expérimentés sur le terrain et on fait et pour lesquels il y a eu des retours et des expérimentations que je prends en considération et pour lesquels je propose à chaque fois des mises à jour. Alors c'est pas forcément tout le temps immédiat, hein, il y a pas mal de mises à jour qui sont en attente, mais j'ai un planning assez chargé avec tout ça. Du coup, je vais vous partager la fenêtre avec Numeduc. Alors. Ah, je peux pas partager juste une fenêtre, ça m'embête un peu. Ça. Ah si, c'est une fenêtre et Numeduc. Ok, est-ce que tout le monde voit la fenêtre avec Numeduc? Ouais, super. Et du coup, j'ai un petit écran moi et j'ai pas forcément la même visibilité de ce que vous voyez. Donc c'est pour ça que je vais me le mettre en plus petit. Là, vous le voyez en plein écran, enfin vous le voyez en large. Ouais. Non, là, on le voit en format téléphone, quoi. Ah mince, du coup, ok. Et bah, du coup, je vais essayer de trouver une solution. Mais bon, je vais basculer, ce sera le plus simple. Ok, je vais le mettre comme ça. Parce que sinon, je ne vous vois pas, et quand je ne vous vois pas, j'ai un peu du mal à identifier les réactions des gens ou s'il y a des questions, etc. D'ailleurs, vu que là, je suis sur un seul écran, je n'ai pas forcément accès aux questions. Donc, Julien, je veux bien que tu me tiennes informé Ouais. là-dessus. Je suis là, en Donc, backstage. Numeduc.org, comme je disais, un petit peu mon bac à sable, terrain de jeu, expérimentation de pas mal d'outils. Et du coup, je vais vous les présenter les uns après les autres, un petit peu, alors sauf peut-être la fleur de l'IA, je vais vous les présenter les uns après les autres et en passant, alors pas tous du coup, parce qu'il y en a deux que je ne vais pas vous présenter, et en passant par une logique qui va suivre une intervention que j'avais faite avec Sandrine Pellens, qui est élue à éducation numérique et communication, que j'avais fait dans le cadre des universités d'automne du SNUPP, syndicat étudiant pour les élèves en primaire. Et du coup, je trouvais que c'était assez adapté parce que ça permettait et à la fois d'avoir peut-être une présentation assez cohérente et à la fois d'être suffisamment exhaustif dans les outils à présenter. Donc voilà, quand on arrive sur numeduc.org, je vous montre très rapidement le fonctionnement. Hein, c'est intuitif, je pense, suffisamment, mais à chaque fois, on a une petite vignette, une information courte. Là, je suis sur Webrunner. Si je clique sur en savoir plus, j'ai une pop-up qui s'ouvre avec une information un peu plus longue et plus précise de la présentation de l'outil, comment il fonctionne, à qui il est destiné, etc. Et puis, je peux cliquer sur accéder à la ressource. Et là, du coup, je vais directement sur
sur le jeu. Là, en l'occurrence, Webrunner, c'est un jeu de plateau que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, ça fonctionne comme ça pour tous les outils. Webrunner, c'est plutôt quelque chose, un jeu interactif pour échanger sur le numérique, plutôt intergénérationnel, comprendre les usages des plus jeunes, notamment pour les parents. Carnaval mental, ça va plutôt être quelque chose spécifiquement autour de l'esprit critique, le fonctionnement de l'esprit critique, mais aussi sur une séance que je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, qui est plus en lien avec le numérique et l'esprit critique, sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, avec un petit jeu de cartes autour de ça. Les VR de l'info, c'est quelque chose autour de... C'est un parcours pédagogique en 6 séances pour comprendre comment on reçoit l'information, comment on l'interprète, comment elle est fabriquée dans des instances journalistiques et comment elle est fabriquée parfois pour détourner l'information. Ensuite, on a la fleur de l'IA que je vous présenterai du coup dans un mois. Mais n'hésitez pas à aller vous balader dessus, hein, si vous voulez, vous pouvez accéder. Il y a plein d'outils dessus, je n'en ferai pas la présentation aujourd'hui, mais il y a plusieurs outils dessus. Ici, on a une vignette qui est spécifiquement dédiée au pôle numérique. C'est un peu la présentation que je vous faisais tout à l'heure, mais ça permet de comprendre comment fonctionne le pôle numérique au centre conféral, mais aussi comment fonctionnent les activités autour de la thématique du numérique qui sont portées dans les fédérations, donc du réseau de la Ligue de l'enseignement. Voilà, vous pouvez retrouver ça ici. Vous pouvez aussi retrouver des textes de loi, des prises de position autour du numérique. Tout est enfin, il y a pas mal d'objets qui sont cliquables et vous pouvez un petit peu avoir des informations en ce sens-là. Éducation aux médias et à l'information, c'est l'outil sur lequel je vais partir aujourd'hui pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir retrouver. Donc je le présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Congrès 2025, c'est l'outil dont parlait David, là, qu'on peut dire qui est terminé. Il me reste un petit truc en termes de responsive à faire dessus, mais voilà, il est fini. Je le présenterai rapidement tout à l'heure parce qu'on est vraiment sur la question de congrès, l'esprit critique, etc. Et Webrunner présentation, c'est une présentation du jeu assez rapide, mais on n'ira pas sur ce point-là. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'aller directement dans la partie éducation aux médias, et puis je vais vous expliquer un petit peu comment je vais dérouler le propos, et puis au fur et à mesure, on ira vers chacun des outils qui sont ici pour faire le lien avec les parties de la fleur qu'on va voir tout de suite. Donc ça, c'est des présentations interactives. Alors, peut-être pour expliquer avant. Les outils qu'on voit là, souvent, c'est des présentations interactives qui sont faites à partir d'un outil qui s'appelle Sozi. C'est un outil libre, mais que vous connaissez peut-être, qui est un outil qui est plus connu, qui s'appelle Prezi. Prezi, c'est un outil qui permet aussi de faire des présentations interactives, mais qui est payant et qui est un peu plus simple d'accès et qui permet de faire moins de choses que Sozi. Donc voilà, là, je vais vous présenter un petit peu l'outil. Et donc en cliquant sur accéder, là j'arrive directement là. Et ici d'abord on a un catalogue, alors j'inverserai, et derrière en cliquant sur la fleur, on a l'outil interactif qui apparaît. Donc hop, je vais ouvrir les deux l'un à côté de l'autre. Je sais pas, si je pourrais s'ouvrir. Je vous montre un peu comment fonctionnent les outils interactifs. Hein. Quand on est dessus, simplement on se déplace avec les flèches du clavier. Alors là, c'est un peu tout à l'heure, je vous disais sur l'outil qui présentait le pôle numérique confédéral et les actions numériques du réseau. On pouvait retrouver des prises de position. C'est pareil, c'est fait sur des petits outils comme ça. Et quand on clique dessus, ça ouvre des fenêtres pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, par exemple, là, on voit 1960, éducation par les médias. Et si on clique dessus, on va avoir des textes de référence un petit peu autour de ça qu'on va pouvoir retrouver. À partir de 1973, là, on arrive sur de l'éducation aux médias. Effectivement, là, on commence aussi d'abord, on s'éduquait par les médias, on recevait l'information par les médias, puis on apprend à s'éduquer avec les médias. Je vous laisserai, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a ici, parce que si à chaque fois je rentre dans le détail de tous les objets, ça fera quand même beaucoup de choses. Mais n'hésitez pas, si vous voulez aller un petit peu plus loin, le centre commun de connaissances, la loi de refondation de l'école, les grandes mobilisations, et la pensée critique comme compétence essentielle. Je vous laisse aller voir les textes si vous êtes intéressé par cette partie, mais là, je vais vraiment aller sur la fleur plus spécifiquement.
Donc, sur cette fleur, là, éducation aux médias et à l'information, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. Alors, c'est le vocabulaire que je vais utiliser, hein, je vais dire un pétale. Donc, à chaque fois, on a un pétale violet, un pétale rouge, un orange, un vert, un autre vert différent et 2 pétales bleus. Ça permet à chaque fois, sur chaque pétale, d'aborder une thématique. Et en fait, et ça nous permet aussi un petit peu dans l'outil qu'on a ici, qui nous a permis d'accéder à la fleur, de retrouver les mêmes thématiques avec le même code couleur. Donc assez rapidement, on peut s'orienter. Et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cet outil qui est un petit peu un catalogue, un annuaire qui permet un petit peu de mieux comprendre les contenus qui sont ici, parce que là, effectivement, on a des contenus, c'est très visuel, on se balade dedans comme ça, et puis au fur et à mesure, on avance, c'est assez visuel, ça peut être utilisé, mais pour accompagner la présentation, on a besoin d'un support pédagogique, comme dans les autres outils, et c'est ce support pédagogique qu'on retrouve ici. Alors, moi, là, je vais partir sur l'espace central pour mettre un petit peu de contexte, mais juste peut-être pour vous présenter rapidement là quand je vais faire un peu le propos, je vais mettre une partie de contexte et pour vous présenter un peu plus précisément cet outil, une partie EMI, de quoi parle-t-on, et puis qui est la partie violette, puis la partie rouge, information biaisée ou faussée, puis on fera une petite pause à ce moment-là. On ira sur la partie faire preuve d'esprit critique, on fera une petite pause à ce moment-là. Et puis après, j'avancerai assez rapidement sur les autres, puis on fera une petite pause à ce moment-là. Je crois que c'est comme ça que je l'ai prévu. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ah non, on fera une pause avant des informations et manipulations, peut-être, on verra. Donc, on verra à quelle vitesse j'avance. Et le nombre de questions que vous avez à poser également, quoi. Donc, voilà un peu le fonctionnement. Et du coup, juste quand on arrive au cœur de la fleur, directement, on peut aller en référence là sur le catalogue. Et on a, moi, c'est les premières données qui me semblent assez importantes en contexte et enjeu de l'EMI, pratique numérique actuelle. Ici, vous allez pouvoir retrouver des choses qui permettent un petit peu de contextualiser l'importance de ce temps de visio aujourd'hui, et puis même de l'importance d'aborder les sujets d'EMI et d'esprit critique avec les jeunes et par rapport aux enjeux actuels. Donc là, j'ai extrait quelques études. Alors à chaque fois, c'est très documenté, hein, c'est-à-dire que vous retrouvez des chiffres. C'est pas des chiffres qui tombent comme ça au hasard. Hein. Vous avez à chaque fois, là, c'est bon. Je vais les présenter rapidement ces chiffres-là, mais à chaque fois, vous avez en dessous la référence et le lien pour aller plus loin. Donc 10,3, c'est l'âge moyen du premier appareil numérique. Là, les chiffres, je les avais fait aussi spécifiquement pour quand on avait fait l'université d'automne pour le SNUPP, parce que vu que c'était des enseignants en primaire, c'était important aussi de comprendre l'importance d'aborder les questions d'esprit critique, de numérique et d'éducation média à l'information dès le plus jeune âge, donc dès le primaire. Aujourd'hui, selon cette étude Open Ipsos de 2024, toujours pareil, on clique dessus, on ouvre l'étude, et là, vous retrouvez le détail, etc. Alors là, chez l'Open, il faut avoir un compte pour... mais du coup, juste vous créez le truc, et puis il vous envoie immédiatement l'accès pour avoir l'étude. Donc 10,3, donc c'est 10,3 ans, hein. Donc c'est le premier appareil numérique qui est généralement un smartphone. Donc comme souvent on va dire ah bah oui mais pas avant 13 ans, etc. Les réseaux sociaux, ou bah, là il y a une histoire de pas avant 15 ans, etc. Aujourd'hui on est plus sur ça. Voilà. Après c'est des choses différentes, hein. Avoir un smartphone et accéder aux réseaux sociaux, c'est deux aspects différents. C'est important de le dire parce que bien souvent on met tout dans la même chose et on ne fait pas forcément cette distinction. 67% des 8-10 ans qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Voilà, une information qui est relativement intéressante et importante, une étude en France de 2024. 57% des enfants de 11 ans qui possèdent un smartphone et 21% des garçons de 10 à 11 ans qui accèdent à des sites adultes. Alors, ça, c'était avant
la loi qui est passée du coup par rapport au site adulte, on sait que souvent quand il y a des textes sur des interdictions comme ça qui sont posées, il y a énormément de solutions de contournement qui sont trouvées par les jeunes etc. Et du coup des solutions de contournement. Alors là, sur les sites pornographiques par exemple, mais c'est sur tous les questionnements autour des smartphones, etc. Hein. Je pense au contrôle parental, par exemple, et des choses comme ça. Dès qu'il y a des interdictions, il y a des solutions de contournement qui sont mises en place. Donc, du coup, des accès à des sites où, du coup, il n'y a même plus de vérification d'âge parfois. Voilà. Je ne dis pas que c'est systématique et que c'est obligatoire, mais c'est une des conséquences assez importantes que ça peut avoir. Vous avez en dessous dans le détail par âge pour le premier smartphone et des ressources complémentaires, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Je vous présente rapidement le petit point EMI, de quoi parle-t-on, qui est ici, hein, éducation, médias, information. Et puis on fait un premier temps d'arrêt, peut-être pour voir si vous avez des questions un petit peu sur ces premières choses. N'hésitez pas à en mettre dans le chat, hein, si vous avez des questions, des réactions. L'esprit critique, c'est aussi l'échange, évidemment, quoi. Éducation, médias, information, j'ai fait un petit point là comme ça. De quoi parle-t-on en trois sous-paragraphes, hein. Éducation. Alors je vais accélérer un petit peu parce que sinon j'aurais pas le temps de finir mon propos. Éducation, j'ai mis transmettre. Hein. Ici on a les types de savoir-faire, savoir-être et les savoirs en tant que connaissances théoriques. Je vous laisserai développer l'esprit critique avec une nuance importante sur l'esprit critique. Hein. Celle-ci, j'aime bien faire le point dessus parce que l'esprit critique, c'est pas tout rejeter en bloc, c'est pas dire on n'est pas d'accord systématiquement, c'est examiner, questionner, vérifier, et puis c'est aussi s'attribuer l'esprit critique sur soi-même et être en mesure de se remettre en question. Penser, c'est avant tout être capable d'avoir tort. Et puis, en termes d'éducation, le troisième point que j'ai mis, c'est la conduite vers l'autonomie. Donner les outils et permettre ensuite aux personnes d'être autonomes. C'est ce qu'on fait en éducation populaire, en tout cas. Et ailleurs aussi, mais... Une partie sur les médias. Qu'est-ce qu'un média? Donc là, je passe très vite, hein, les médias traditionnels, un petit peu plus qu'on avait avant, presse écrite, radio, télévision, qu'on avait avant, qu'on a toujours, excusez-moi. Et puis une partie plus sur les médias numériques, les réseaux sociaux, les podcasts, les sites, etc. Donc voilà, là c'est sur ce point-là, c'est essayer de séparer les 3 points d'EMI pour faire un point sur chaque. Qu'est-ce qu'un média? Comment il fonctionne, en sachant que chaque média fonctionne différemment, penser le média dans son fonctionnement, etc. Et l'éducation aussi. Et l'information, qu'est-ce que l'information? On va aller un peu plus sur le détail de ça tout à l'heure, mais pensez que c'est un cycle, hein, surtout aujourd'hui. Avant, effectivement, comme je disais, on était plus spectateur de l'information, maintenant on est acteur et spectateur. C'est un peu une forme de cycle, c'est recevoir, vérifier, analyser, fabriquer, diffuser. Et hop, on revient au début, recevoir, vérifier, analyser, fabriquer, diffuser, etc. Alors après, là je passe très rapidement dessus, mais évidemment vous voyez qu'à chaque fois, on a des compétences à développer pour recevoir, utiliser un moteur de recherche, savoir sélectionner, etc. Vérifier, on a des méthodes ici pour vérifier une information. Il y en a d'autres dans les VR de l'info, je vais revenir dessus, je ne m'étale pas sur ça plus précisément. Analyser, repérer les biais, les arguments fallacieux, distinguer les faits des opinions, etc. Fabriquer. Pourquoi on fabrique de l'information, comment on fabrique, l'importance. On a une formation aussi à la Ligue de l'enseignement spécifiquement sur ça, sur EMI qui s'appelle EMI créative, et diffuser, pourquoi on diffuse, comment, avec quel cadre, etc. Voilà pour ces premiers points qui nous amènent là, hein, sur la fleur, donc quelque chose d'un peu plus contextuel, et puis la partie EMI, de quoi parle-t-on, avant d'aller du coup plus sur les parties qui sont autour, hein. Information biaisée ou faussée. À ce moment-là, je vous ferai une petite démonstration des veilleurs de l'info, une petite présentation. Faire preuve d'esprit critique, à ce moment-là, je vous ferai une petite présentation
de carnaval mental. Et sur l'image de soi, données personnelles et violence en ligne, je vous ferai une présentation de Webrunner, qui est plus un outil sur les pratiques et les usages des adolescents. Et peut-être juste pour expliquer aussi ce cheminement, je ne l'ai pas fait là sur la fleur. Effectivement, souvent, il y avait ou il y a eu une tendance un petit peu des fois à réduire l'éducation aux médias et à l'information sur des aspects un peu journalistiques ou des choses comme ça. Et puis après, du coup, un peu sur comment on s'informe. Pour moi, dans cette conception d'éducation aux médias et à l'information, c'est éduquer aux médias, donc au fonctionnement de l'ensemble des médias, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce qui se passe, etc. Et donc, du coup, ça comprend aussi comprendre ce qui se passe avec nos données personnelles, cette partie verte ici, les données personnelles, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'on en fait, quel est l'objectif, l'image de soi, quelle est l'image qu'on a de soi et celle qu'on renvoie sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui peut se passer à partir de ça, hein, les idéaux de beauté, la représentation des corps dans les médias, l'importance des outils de réseaux sociaux en tant qu'expérimentation. Ça, c'est Jocelyn Lachance qui parle beaucoup de ça, je reviendrai dessus après, si j'ai le temps. Et puis, tous les aspects autour des violences en ligne. Pour moi, ça fait clairement partie de l'éducation aux médias, peut-être moins à l'information, mais aux médias. Je viendrai peut-être plus sur les thèmes spécifiquement tout à l'heure. Je pense que vous en connaissez certains, mais voilà, tout ce qui est autour des dick pics, du consentement, du revenge porn, sextorsion, slut shaming, le happy slapping, le grooming. C'est peut-être des mots qui vous parlent pas, mais en fait, dès qu'on met une définition derrière, tout de suite, on fait ah oui, c'est ça, évidemment. J'en ai déjà entendu parler. Je me tais un petit peu, ou en tout cas, je laisse la place aux questions, et puis je reprends la parole après, ou je réponds à vos questions, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? N'hésitez pas soit à lever la main ou à prendre la parole directement, et c'est valable aussi dans la salle. Non, j'étais juste en train de me dire que je vais fêter les 12 ans de mon fils en lui donnant son premier smartphone. Je suis très rassurée pour partir ce soir. Alors, évidemment, c'est pas l'idée, hein. Alors, c'est clair que souvent, moi, quand je fais des présentations, il peut y avoir un aspect un petit peu catastrophiste des outils. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, quand on va voir tout à l'heure le jeu Webrunner, c'est que c'est un jeu qui, à la fois, vient pointer un petit peu tous ces aspects qu'on peut dire un petit peu sur lesquels il faut avoir de la vigilance, hein, les informations, les violences en ligne, etc., les algorithmes qui vont orienter des comportements, etc. Mais il y a des aspects qui, enfin, c'est pas même, mais c'est que dans ce jeu Webrunner, on met un point vraiment très important sur tous les aspects positifs de l'utilisation du smartphone ou des médias sociaux d'une manière générale, d'un point de vue social, d'un point de vue de l'apprentissage culturel, d'un point de vue du partage, je reviendrai un peu plus précisément dessus tout à l'heure avec Webrunner. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut mettre en avant. Selon moi, ce qui pose souvent un petit peu de problème, c'est que aujourd'hui, on va venir donner à un jeune adolescent souvent un smartphone comme sans accompagner, et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu à la Ligue de l'enseignement, c'est d'accompagner le fait de donner un smartphone avec les précautions d'usage, les explications nécessaires pour se dire ah ok, ça fonctionne comme ça, ah ok, il se passe ça dessus. Voilà, avoir quelque chose de cadré plutôt que de juste donner et puis voilà. Non, mais en dehors de la bêtise que j'ai dit, ce que je remarque à chaque fois qu'on travaille sur l'éducation aux médias et à l'information, c'est que les enfants, ils en ont. Ils en ont au collège. Alors bon, est-ce que c'est toujours fait seulement? Est-ce qu'il y a tout dedans? Je ne suis pas sûre. Ils en font dans certaines associations. On n'en fait pas assez. Mais ce que je me rends compte, en fait, c'est que c'est aussi les parents. C'est qu'on parle de l'éducation aux médias et à l'information pour les enfants, mais ceux qui maîtrisent le moins, en fait, c'est pas les enfants, c'est les parents.
Moi, je me retrouve à donner un portable à mon fils à 12 ans à cause d'une certaine pression sociale, hein. Mon mari m'a dit qu'il fallait que je me calme, et je vais l'accompagner dessus. Mais ce que je me rends compte, c'est que la plupart des parents de ses copains donnent des smartphones avant le collège parce qu'il faut les préparer pour le collège et n'ont eux-mêmes aucune maîtrise de tout ça. Donc on parle d'éducation aux médias de l'information, on parle de rendre du pouvoir d'agir, mais au final, c'est très compliqué d'accompagner des jeunes, et on s'en rend compte, et des enfants là-dessus, quand la pratique à la maison elle-même, bah, elle va dans tous les sens. Et moi, la première, je passe beaucoup plus de temps sur mon smartphone ces dernières années qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dessus. Et on se rend compte que l'éducation aux médias et l'information, est-ce qu'on doit se contenter que de se dire que pour les jeunes? Non, moi je pense que c'est plus large, beaucoup plus large que ça. J'ai des Ouais, non, animateurs de 45 ans qui arrivent avec des vérités de Facebook. non, mais c'est une évidence, hein. Et puis il y a des fonctionnements, il y a des usages différents, il y a des compréhensions et des usages différents. C'est aussi un petit peu l'idée, hein, du jeu Webrunner qui est de réduire un petit peu ce gap parfois qu'on va avoir et de permettre l'échange un peu intergénérationnel. Alors, entre éducateurs au sens large, hein, ça peut être les parents et les enfants, mais ça peut être les éducateurs au sens large. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu ça. En fait, le jeu, il a été né suite à un constat qui a été fait par l'Open, l'Observatoire pour la parentalité et l'éducation numérique, qui constatait un gap énorme entre ce que projetaient les parents sur les usages de leur enfant et les usages réels de leur enfant. Ils avaient été interviewés les deux. Vous retrouverez l'étude, je pense qu'elle est dans l'outil d'éducation média à l'information. Et du coup, le gap était vraiment important sur tous les sujets. Et peut-être qu'il y a une difficulté aussi parfois pour les parents de se dire où ils vont se dire qu'ils sont pas capables, par exemple, que eux ils connaissent pas l'usage, etc. Et du coup ils se sentent pas capables parce que c'est quelque chose de nouveau, de moderne, c'est souvent les termes qui sont employés. Et du coup ils savent pas, et du coup ils s'intéressent moins. Alors là, souvent la première chose c'est conseillé, hein, c'est souvent de s'intéresser à l'usage, questionner ce qui se passe et essayer de partager, hein, les contenus et ce qui, enfin, en tout cas les pratiques plus que les contenus, parce que les contenus ça reste de leur privé, mais en tout cas les pratiques et puis les accompagner. Il y a une remarque, Sébastien, dans le chat de Oui. Philippe qui dit qu'il y a des liens qui semblent pas fonctionner, notamment celui du happy slapping qui télécharge une image de la fonction lampe torche et pareil sur le grooming. Donc voilà. Ah ouais, C'est alors, là-dessus. ouais. Alors il faut savoir que je suis en train de la refaire cette carte et donc du coup il est possible qu'il y ait des liens. Alors c'est bien que tu parles de les liens qui sont sur la mind map, Philippe, je pense. Parce qu'effectivement, quand on est sur la mind map, on a ouais, c'est ça. Quand on est sur la mind map, on a la possibilité de cliquer ici sur des petits liens à droite à gauche. Alors, il y en a que je suis en train de refaire. Donc, il est possible que tous les liens soient pas fonctionnels. C'est pour ça que là, je vous les ai pas présentés. Mais souvent, on va retrouver, alors peut-être que le truc sur le happy slapping, tu peux peut-être le retrouver ici, vie numérique et relations, violence en ligne, et peut-être dans la partie, du coup, happy slapping. Qu'est-ce que c'est que le happy slapping? Non, j'ai pas mis le lien, mais c'est quelque chose que je dois rajouter après, effectivement. Et le truc sur la lampe torche, effectivement, il a rien à faire ici parce que c'est par rapport aux données personnelles. Je vous le présenterai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Moi, j'ai une petite question sur comment ça se passe le MI à l'école. Enfin, j'ai pas du tout de visibilité sur l'école, le collège, le lycée. Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures? Et en quoi il consiste? Et est-ce que c'est complet? Et voilà, enfin, si tu as un regard là-dessus. Je vois que c'est Cécile. Alors, moi, je suis pas forcément extrêmement calé sur tout ce qui s'y passe parce que quand les collègues des fédérations interviennent, généralement, ça va plutôt être. Alors, parfois, c'est sur les temps scolaires et parfois, c'est aussi sur du complément de périscolaire, ouais, extrascolaire, etc. Mais par contre, ici, tu peux retrouver le MI à l'école, tu peux retrouver le cadre spécifique avec les textes qui parlent de l'EMI, la loi de refondation, le socle commun, les programmes d'enseignement et le cadre de référence des compétences numériques. Donc ici, en fait, il y a tout ce qui doit être
vues et connues dans les programmes scolaires. Donc Ok. voilà, c'est des Je pense choses que que je tu peux peux vous dire, retrouver c'est assez qu'ils sont, facilement. ils sont censés avoir 2 heures par mois d'EMI au sein du collège. C'est ce qui nous est annoncé quand nos enfants rentrent au collège. Ok. Donc en sixième, en tout cas pour le département d'Essonne, mais si j'ai bien compris, c'est national. Et bah, ça dépend, et souvent c'est le CDI qui le gère. Donc ça Mm. va dépendre de la formation et de la compétence de la personne qui les forme au CDI. Moi, ce que je vois, c'est que ça a déjà sauté 2 fois. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, il n'y a pas eu grand-chose. Et honnêtement, il recommence par la base. Il recommence vraiment par la base, faire son adresse mail, se servir de son ordinateur. Pour l'instant, je n'ai pas foncièrement vu de EMI dans les cours de mon fils. Nous, Ok. on a des demandes régulièrement, effectivement, des, de collèges pour mettre en place l'outil, notamment les VR de l'info. Parce que c'est un outil quand même qui existe depuis quand même pas mal d'années. Et souvent, on nous dit, ah, c'est vrai, on a le droit de l'utiliser gratuitement, on peut le mettre en place gratuitement. Alors, je précise un peu que les outils qui sont là et qu'on présente, ils sont libres et ouverts, donc on peut les télécharger et on peut les utiliser. Il y a juste une petite nuance pour WebRunner, parce que du coup, imprimer les plateaux, etc., c'est assez conséquent. Donc, on les fait, nous, imprimer en groupe et en lot. Et là, on va avoir des rééditions. Mais effectivement, on a souvent été contacté par les personnes du CDI, donc sur WebRunner. Après, il y a d'autres personnes aussi qui nous contactent souvent, c'est dans les milieux carcérales, sur les VR de l'info, mais j'expliquerai peut-être un peu plus précisément pourquoi tout à l'heure. C'est parce qu'il y a une version hors ligne du jeu et que quand on ne peut pas entrer dans les établissements privation de liberté avec Internet, on peut venir avec cet outil qui existe en version hors ligne. Ok. David, tu voulais rajouter un truc? Bah, c'est juste par rapport à ta question, par rapport à la place dans l'école. En effet, ça dépend souvent des profs documentalistes. C'est aussi dans le MC. Et je crois que la salle part, Julien. Juste. Ah Il y oui. a- Ok. Bah merci. C'était cool de vous avoir et à bientôt. Le reste sera enregistré et vous y aurez accès. Donc, Oui, trop bien. Pouce, pouce. Merci. Merci beaucoup. Merci. à bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Salut. N'hésitez pas à aller sur le site et vous balader pour voir les ressources. Et Ça sera transmis. c'est pas obligatoire de toute façon, et en effet, avec toutes les injonctions qu'ont aussi les profs et les enseignants, peu importe les cycles, hein, sur tout un tas de sujets, c'est très compliqué. Et très souvent, en effet, dans les fédés, on appelle les fédés pour venir un petit peu à la rescousse, pour venir accompagner ou outiller, mais il faut trouver le temps également. Le temps est souvent contraint, donc ça dépend du bon vouloir, de la sensibilité et des connaissances souvent des équipes éducatives dans les établissements scolaires, quoi. Et ça dépend du budget qui leur est alloué, parce que Et nous, ça pour le dépend du budget en département, plus qu'ils peuvent avoir en effet là-dessus. département de Ouais. l'Essonne, c'est pas super au niveau budget pour le. Il y a pas mal de départements, de conseils départementaux un peu partout qui se retranchent ou se replient sur leurs compétences obligatoires et qui sont beaucoup moins incitatifs et volontaristes pour ça, en effet. Ouais. Ok. Du coup, il y a un petit enjeu quand même à aller venir avec la mallette de Sébastien pour aller dire Ah, qu'on a un ouais, et peu de puis matos, après, quoi. Après, et après moi aussi je vais devoir vous quitter, mais après il y a d'autres partenaires et vu qu'on a du monde du réseau quand même, on a aussi d'autres partenaires. Je sais qu'il y a pas mal de CAF sur les territoires, notamment dans le cadre du dispositif classe ou autre, qui demandent du coup et qui permettent de faire de la parentalité et des croisements justement avec les parents et les enfants sur du périsco, sur de la sensibilité. Je sais qu'il y a différentes CAF sur du périsco en cycle 2 ou cycle 3 qui proposent ou qui souhaitent pouvoir mettre en place ça et thématiser un peu des temps d'accompagnement à la scolarité, notamment sur ces sujets-là, et pour en faire des passerelles avec des temps de parentalité dédiés à cette question, quoi. Donc, voilà, les TNE, les territoires numériques éducatifs, ont permis par différents endroits aussi de permettre de mettre des outils comme ça par rapport à quelques publics, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas un élargissement à tous les territoires, quoi, aujourd'hui. Ok. Il y a une question sur la mallette, Sébastien, de Karim.
Oui, oui. Alors du coup, c'est pas des mallettes à proprement parler, hein, c'est-à-dire il y a il y a les outils qui sont téléchargeables, hein, pour les veilleurs, pour Carnaval Mental. Cependant, pour Webrunner, c'est pas une mallette, du coup, c'est des jeux dont on attend la réédition. Là, on a, du coup, un peu comme je vous disais en introduction, il y a eu une première version, on a eu les retours du réseau. Je vois d'ailleurs que Daniel est là, il participait à l'expérimentation. On a eu les retours du réseau, on a pris en considération les retours du réseau, et maintenant on refait et un nouveau site. Et non, comme celle de la Mednum, on n'a pas quelque chose de complet comme celle de la Mednum. Salut David, à bientôt. Salut David, à très vite. Non, on n'a pas quelque chose comme la mallette de la Mednum. On a des outils séparément que les gens peuvent imprimer, télécharger, imprimer, etc. Après, il y aura peut-être quelque chose. Sur Carnaval Mental, on envisage aussi, là il va y avoir une mise à jour d'ici le mois de mars de Carnaval Mental, on envisage aussi d'avoir quelque chose un petit peu sous forme de boîte ou quelque chose comme ça. Et après, l'idée c'est toujours de trouver l'intérêt pour que les fédérations puissent s'en saisir facilement, que ce ne soit pas trop cher financièrement aussi, etc. Donc, bon, ça reste dans les tuyaux. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avance sur le deuxième point, le pétale rouge. Hop, hop, hop. Donc là, sur le pétale rouge, on est un peu plus, du coup, on a vu éducation EMI, éducation média information. On termine sur information, et du coup, c'est un petit peu quelle forme d'information on reçoit, qu'est-ce qu'une information, et souvent, et du coup, l'idée, c'est souvent, dans l'esprit critique, c'est d'être en mesure d'identifier les informations qui sont biaisées ou faussées, et puis d'identifier aussi les raisons pour lesquelles on va venir utiliser on va venir faire une information biaisée ou faussée, quoi. Alors, oui, du coup, là, je ne suis pas sur le graphique qui est le plus à jour, mais du coup, on retrouve quand même un petit peu les choses, hein. Sous les formes, on a un petit peu alors, on a là, si, je l'ai mis effectivement, la mésinformation. La mésinformation, c'est une information qui est capable, but de désinformer, mais qui est une information qui est pas volontairement donnée fausse. La fake news, là, qui l'est volontairement. Les théories du complot, les faits alternatifs, on en entend de plus en plus parler. Une bonne partie autour de l'intelligence artificielle, hein, tout ce qu'on va appeler les deepfakes, tout ce qui va venir autour des biais sexistes et racistes de l'intelligence artificielle, les outils d'influence, les hallucinations autour des intelligences artificielles. Je ne rentre pas précisément dans ce que j'appelle influence, mais peut-être pour vous donner un petit peu l'idée de ce que j'appelle influence en lien avec l'intelligence artificielle, le lien le plus évident, c'est le scandale Cambridge Analytica. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Et du coup, quand on avait identifié pour qui votait certaines personnes grâce à leur publication sur Facebook, et qu'on avait pu orienter leur vote en adaptant spécifiquement les messages qui leur étaient envoyés en fonction de leur choix politique. Du coup, ça me fait le lien avec les motivations. Quelle motivation a ça à désinformer? Souvent, les motivations, moi, je les classe souvent en 3. Je ne dis pas que c'est exhaustif, il y a peut-être d'autres choses, hein. Sociétale, peut-être la place qu'on peut avoir dans la société en donnant une fausse information, hein, faire du buzz, prendre plus de place. D'une manière plus générale, je précise peut-être quelque chose, c'est que s'informer, moi, comme je le vois, s'informer, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement pour soi, ou peut-être même pas forcément. C'est-à-dire que, en fait, quand on s'informe pour être avec les autres. C'est-à-dire que si j'ai appris une information, je vais rencontrer mes collègues, hop, je vais échanger sur cette information. L'information, elle a un rôle social, et elle est particulièrement importante dans ce point de vue-là. Donc, sociétal, c'est possible. Des motivations de désinformer, politiques, hein, on l'a vu avec Cambridge Analytica, ou économiques, évidemment, hein, désinformer, orienter des comportements, des attitudes, pour faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur des plateformes, en tombant sur, je ne sais pas, un titre sensationnaliste,
ce qu'on appelle les clickbait ou les j'ai plus le nom, les putaclics, mais c'est pas le terme, que les attrape-clics, on va dire, voilà. Et du coup, en faisant en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur les médias. Ça, c'est pour les informations biaisées ou faussées. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, hein, mais là, du coup, sur cette partie, juste avant de passer à la partie suivante, qui va aller un peu plus précisément sur l'esprit critique ou des formes de désinformation aussi, des choses qui peuvent être plutôt en lien avec la manière dont on reçoit et on interprète l'information. Vous présentez les veilleurs de l'info très rapidement. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent, donc je vais vraiment le présenter rapidement. C'est un parcours pédagogique du coup en 6 séances qui est du coup pareil, hein, téléchargement, on peut tout télécharger gratuitement. Il y a un outil pédagogique, un guide pédagogique d'une centaine de pages. Et voilà, il y a une version en ligne pour les espaces de privation de liberté. On est sur du coup 6 séances. Alors très rapidement, je vais faire le tour des séances des veilleurs, hein. La première séance, l'idée c'est d'appréhender le rapport des jeunes à l'information, comprendre leur intérêt pour les médias, les supports qu'ils utilisent pour s'informer, les confiances ou la défiance qu'ils ont vis-à-vis des publications, des réseaux sociaux, des médias, apprendre à distinguer un petit peu le vrai du faux, distinguer les rumeurs, des anecdotes, des informations. Voilà, on a des petits jeux de vrai ou faux, de recherche sur Internet, des quiz. La séance 2, l'idée, ça va être plus de comprendre le fonctionnement d'un organe de presse à travers la vie d'une rédaction. C'est plutôt des drag and drop. On essaie de comprendre comment se fabrique l'information, comment elle arrive à destination. Donc là, on est plus sur des drag and drop et un quiz qui nous permet de différencier les faits des opinions. La séance 3, là, qui s'appelle le flot de l'information, l'idée, ça va être d'incarner la vie d'une rédaction au moment où on construit la une du journal. On est en train de construire la une du journal, on est dans l'organe de presse et on reçoit des news et on doit sélectionner les news qu'on veut mettre sur la une de notre journal après avoir, si on veut, avoir cliqué sur un petit outil qui permet, je vous montre très rapidement, un petit outil qui est ici, qui permet, quand on clique ici, on déverrouille des news qui vont arriver. On va recevoir des news par thématique et quand on clique ici, on peut rentrer le numéro d'une news. Alors là, du coup, il faut déjà avoir des news et sélectionner lesquelles on veut mettre sur notre journal. On peut changer le nom du journal, dire qui l'a réalisé et après, on le présente à la classe ou au groupe avec lequel on est le journal dans son ensemble. On apprend à faire une revue de presse. Puis ensuite, les séances 4, ça va être de sensibiliser. Là, c'est plus sur la manière dont on traite l'information, comment on la reçoit et comment on va apprendre à décrypter une image, comprendre les codes du reportage vidéo et voir un petit peu comment comprendre les logiques des théories complotistes qui se trouvent et identifier certains biais cognitifs. C'est un outil vidéo avec un séquençage qui se déroule et puis du coup on visionne une première fois la vidéo puis après on la revisionne en s'interrogeant à plusieurs reprises. On a les conspirations radicalement bidons. Là du coup c'est vraiment d'apprendre à identifier la rhétorique et les codes esthétiques des conspirationnistes. Voilà, et puis un petit peu les tourner en dérision quand on a compris un petit peu comment ça fonctionne à l'aide d'un tableau d'écriture. Et puis dans la séance 6, du coup, là, on va identifier un petit peu toutes les failles qu'on peut retrouver dans le raisonnement complotiste pour permettre un petit peu de s'en détacher. Tout ça, c'est téléchargeable. À chaque fois, on clique sur les PDF, on télécharge les séquences. On clique sur le PDF ici, on télécharge tout le guide pédagogique. On peut imprimer toutes les séquences et il y en a certaines qui sont en ligne. La 4 est en ligne, la 3 existe dans les deux formats. Généralement, tout existe dans les deux formats, mais la 4 est spécifiquement en ligne. Je ne sais pas si vous avez... Je fais une petite pause à ce moment-là et je vous demande si vous avez des questions soit sur les veilleurs de l'info, soit sur cette partie information biaisée ou faussée. Je ne dis pas qu'elle est exhaustive à cet endroit-là, mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les motivations et les formes qui existent de ça.
Des questions ou des remarques? Non, pas spécialement. Quand vous êtes sur les outils, alors effectivement, hein, Philippe le faisait remarquer tout à l'heure, si par exemple je clique sur chiffres et graphiques, effectivement ça ne marche pas, il faudrait que je le remette, mais normalement, ah ouais, il n'y en a aucun qui fonctionne. C'est dommage ça, parce que ça m'aurait permis de vous donner une petite idée. Bon, bah, comme ça. C'est dommage, c'est parce que c'est en cours vraiment de remise à jour et que cette version n'est pas OK. Mais si, il y en a certains qui fonctionnent. Donc vous pouvez essayer. Je pense que c'est les liens qui ne sont pas directs. AstroTurfing, il doit fonctionner aussi. Non, il ne doit pas fonctionner. Mais vous pouvez retrouver après, je pense, si vous avez ça, si vous cherchez quelque chose sur AstroTurfing, peut-être dans cette partie-là, vous retrouverez aussi les choses sur l'astroturfing. Alors, j'ai dit plusieurs fois le mot, ça se trouve, c'est quelque chose qui ne vous parle pas. L'astroturfing, c'est le fait de créer des faux mouvements d'opinion, de faire en sorte que une information, souvent un tweet ou quelque chose comme ça, apparaisse dans ce qu'on appelle le top trend, c'est-à-dire dans les top tendances, quoi. Et du coup, on fait en sorte que l'information elle soit relayée par ce qu'on appelle des bots, en fait, hein, des robots informatiques, hein, des robots qui sont des robots logiciels qui vont prendre la place de faux comptes et diffuser de manière exponentielle et très rapidement une information pour faire croire que cette information elle est vraie. Alors du coup sur AstroTurfing, normalement le lien renvoie vers la dernière campagne d'Éric Zemmour où il utilisait, en tout cas ses équipes de communication utilisaient les méthodes d'AstroTurfing, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une publication, elle était relayée à un nombre de comptes qui relayait en masse à encore plus de comptes. Et en fait, du coup, très rapidement, ça montait sur X Twitter dans les tendances. Et quand c'est monté assez haut dans les tendances, on en parle dans les médias. Donc c'est quelque chose qui fait croire l'illusion d'un mouvement de foule alors qu'il est faux. Comment on identifie ça? En fait, là, vous pouvez retrouver si vous tapez Le Monde, AstroTurfing, Éric Zemmour. En fait, le Monde a fait une enquête et ils ont identifié en fait que le nombre de diffusions, c'est-à-dire de republications des posts à la seconde, était impossible à faire par un humain et que donc du coup, obligatoirement, c'était ce qu'on appelait des robots. On peut retrouver, je crois, notamment il me semble que je l'ai mis, peut-être le nombre de robots qui existent sur le... Je ne sais pas si je l'ai mis. Comment repérer un bot, exemple avec des bots. J'ai plus mis, je l'ai pas mis. Il faut, mais du coup, il me semble que c'est 42% aujourd'hui le flux d'internet, c'est-à-dire le flux, c'est-à-dire pas forcément le nombre de personnes présentes, mais le flux de données que ça représente. On considère aujourd'hui que c'est 42% de bots, donc 58% d'humains. Donc 42% du flux sur Internet est artificiel. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie-là, j'avance. Yes. Ok, j'avance. La partie faire preuve d'esprit critique, du coup, là, dedans, on a... c'est pareil, peut-être il y a des termes que je ne vous connaissais pas, que je vais vous présenter, mais en tout cas, dont le nom ne vous connaît pas, mais du coup, tout de suite, quand ça fait rapidement écho à la pratique. Donc, dans faire preuve d'esprit critique, c'est un petit peu identifier dans les usages des nouveaux médias les mécanismes qui existent, qui sont en place, ou qui parfois ont été mis en place volontairement par des géants du numérique pour faire en sorte qu'on passe plus de temps possible sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est évident pour tout le monde, mais je le rappelle quand même que le principe économique de ces plateformes, c'est que plus on va passer de temps sur leur plateforme, plus on va recevoir de publicité, plus ils gagnent d'argent, plus on est susceptible d'acheter quelque chose, plus ils gagnent d'argent. Donc évidemment, leur but, c'est absolument à aucun moment de faire en sorte qu'on passe le moins de temps possible. Voilà. Souvent, quand on prend un petit peu l'exemple à dire, on entend souvent ça dans les débats médiatiques, de dire
ah oui, les écrans rendent addict, le numérique rend addict. Souvent, d'ailleurs, c'est souvent ça. Les écrans rendent addict. Non, les écrans ne rendent pas addict. En soi, un écran ne rend pas addict. Donc, c'est déjà une simplification du terme. En fait, c'est écran numérique, c'est souvent des termes qui sont utilisés, qui est un petit peu dommage d'utiliser en ce sens-là. Alors, quand on va dire les réseaux sociaux rendent addict, déjà, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus précis, mais pas tout à fait non plus, parce qu'en fait, il existe certains réseaux sociaux qui sont très peu utilisés, mais qui ne reposent quasiment pas sur des fonctionnements économiques, qui vont s'appeler, je ne sais pas, Pixelfeld, Diaspora, Mastodonte, voilà, vous en connaissez peut-être au moins Mastodonte, souvent on en entend parler, qui fonctionnent sur des instances de ces trucs-là, et du coup qui ne fonctionnent pas sur des systèmes économiques. Donc, quand on dit réseaux sociaux, c'est pas tout à fait juste aussi. Par contre, quand on dit les réseaux sociaux à but économique important, qui sont des multinationales, etc., là, effectivement, il y a une addiction, mais qui est pas qu'on fait peut-être facilement porter sur les enfants en disant ah bah du coup il y a une addiction aux réseaux sociaux. Mais l'addiction comme ça aux réseaux sociaux, elle est mise en place, elle est élaborée par des techniques qu'on va voir et qui sont présentées dans Carnaval mental, qui sont assez claires et facilement identifiables et qui reposent sur ce qu'on appelle la psychologie sociale et des techniques de psychologie sociale qui vont permettre d'orienter des comportements à partir des émotions ou d'orienter des choix qui soient politiques ou des comportements d'achat, par exemple. Donc, c'est clair. On va souvent dire ah c'est la dopamine qui fait revenir sans arrêt. Oui, effectivement, il y a une histoire avec la dopamine. Alors, la dopamine, c'est pas que l'hormone de la récompense, mais du coup, il y a des processus, des mécanismes qui sont mis en place pour ça, et c'est un petit peu de ça dont on va parler dans cette partie faire preuve d'esprit critique. Donc, il y a la partie surcharge informationnelle avec une continuité de l'information, c'est ce qu'on peut appeler le doom scrolling, le fait de scroller en continu parfois à la recherche de rien, mais il y a toujours du contenu qui s'affiche. Si par exemple les plateformes n'avaient pas le droit d'afficher du contenu à partir d'un certain nombre de scrolls, le problème ne se poserait pas, évidemment. C'est voilà. Le contenu s'affiche. Souvent, dans pas mal de médias sociaux, il est non hiérarchisé. Donc, il arrive en grande quantité, il est non hiérarchisé. En fait, si, c'est pas tout à fait juste quand je dis qu'il est non hiérarchisé, il est hiérarchisé selon un principe hiérarchique qui est très simple, c'est que en premier, et ce qu'on va recevoir, c'est ce qui va nous faire passer le plus de temps sur les réseaux sociaux. C'est le principe hiérarchique qui ramène de l'argent, évidemment. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir forcément toutes les publications des copains avec qui vous êtes abonné ou quoi que ce soit. Vous allez recevoir celles qui risquent de générer le plus de clics, etc. Comment on les identifie? C'est assez simple. C'est généralement les vidéos courtes, les messages courts, et puis généralement ce qui va générer des émotions fortes. Alors j'en parle tout à l'heure aussi, mais on sait, ça c'était, comment elle s'appelle, Frances Haugen, qui travaillait avant chez Facebook et qui est une lanceuse d'alerte, qui avait expliqué que Facebook est parfaitement au courant et met en avant dans ses algorithmes. Alors je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Et les algorithmes sont fermés, mais du coup elle l'expliquait que de quand elle y travaillait, que un post qui va avoir par exemple des émoticônes, colère, angoisse, stress, des émotions négatives, va avoir un rapport de 3 pour 1 par rapport à quelque chose qui ne génère aucune émotion négative. On sait que les émotions négatives font en sorte que les gens passent plus de temps dessus, parce que généralement, quand quelque chose nous énerve, nous met en colère, nous fait peur, eh bien, on va le reposter, le commenter, etc. Et donc, du coup, on passe du temps sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc, du coup, c'est aussi une des choses qui avec les... Ben non, j'en parle là juste après. Mais du coup, je fais le lien avec l'enfermement algorithmique. Ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, c'est-à-dire que c'est sur les réseaux sociaux, ce sont des algorithmes qui vont pousser les recommandations et l'information qu'on reçoit. Et donc, du coup,
Les algorithmes, bah, soit on va les programmer avec quelques petits trucs qui nous semblent évidents, mais sinon les algorithmes apprennent par eux-mêmes, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Hein, on entend souvent des gens dire « Ah, moi, l'intelligence artificielle, enfin, souvent, pas forcément si souvent que ça, mais on entend parfois des gens dire « Ah, moi, l'intelligence artificielle, jamais, je veux pas y toucher, je veux pas m'en servir. » Mais à partir du moment où on utilise un téléphone portable, on utilise de l'intelligence artificielle en permanence. C'est les algorithmes derrière portent les publications par intelligence artificielle. Là, ce sera plus le sujet d'autres choses à un autre moment. Mais du coup, ces algorithmes, ils vont créer ce qu'on appelle un enfermement algorithmique, c'est-à-dire qu'ils vont toujours nous proposer un peu comme fait l'intelligence artificielle d'une manière générale quand on échange avec elle, elle va proposer des choses qui vont toujours dans notre sens. Alors, soit des choses qui vont toujours dans notre sens, soit des choses qui sont très polarisantes et qui vont générer de la peur, de la colère et des émotions fortes. Et c'est pour ça que bien souvent, on s'aperçoit qu'avec les usages des réseaux sociaux, les opinions des gens sont de plus en plus polarisées parce que du coup, les contenus qu'ils reçoivent sont particulièrement basés sur les émotions et aussi particulièrement basés sur des choses qu'ils pensent déjà et qui vont peut-être renforcer et peut-être amener plus loin des opinions qui sont déjà pensées. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre, c'est cet enfermement généré par l'algorithme, et la chambre d'écho, c'est que on a toujours les mêmes choses, des contenus qui viennent répondre exactement à ce qu'on pense déjà, et donc du coup très peu de remise en question, et du coup très peu d'esprit critique, parce que on s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe dans le cerveau des autres, et on pense souvent que tout le monde pense comme nous, parce qu'autour de nous, on voit que des gens qui pensent comme nous. Et donc on se dit, ah mais c'est génial, tout le monde pense que la Terre est plate, tout le monde pense que Barack Obama est un reptilien. Oui, parce que je reçois que des contenus qui vont dans ce sens-là, donc évidemment ça va. La partie sur les biais cognitifs, là, ce qu'on appelle les biais cognitifs, hein, c'est les raccourcis que va faire notre cerveau. Alors je fais ça, je présente de manière très schématique, hein, mais c'est les raccourcis que va faire notre cerveau un petit peu pour recevoir l'information. Notre cerveau, il fonctionne de manière très raccourcie, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais souvent par deux systèmes de pensée. Un qui va être un petit peu instinctif, réactif, etc., puis un qui va être un peu plus approfondi. Et c'est nécessaire, hein, pour notre survie, pour notre fonctionnement, etc. Et bien souvent, quand il peut utiliser le système qui est le plus rapide, bah, il se prive pas de le faire. Et donc, quand on identifie et qu'on commence à comprendre les biais cognitifs, on est en mesure souvent de se saisir de questionnements de manière un petit peu différente. Et je vais essayer d'illustrer ça un petit peu. Par exemple, le biais de confirmation, qui est le premier à gauche, là. Si par exemple, sur les réseaux sociaux, je vais chercher... je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais Lady Diana, complot, mort de Lady Diana, complot. Si je tape ça spécifiquement, je vais avoir des sites qui vont arriver, qui vont, ce qu'on appelle un biais de confirmation, qui vont aller dans le sens de ce que je dis et qui vont me proposer des complots, des sites en lien avec, qui vont aller du coup chercher le mot complot et Lady Diana, et évidemment ça va venir appuyer, confirmer ce que je pense déjà. Par contre, si je tape juste Lady Diana mort, je vais peut-être avoir d'autres choses, et peut-être aussi en premier des trucs sur des complots, parce que du coup c'est plus polarisant et que ça fait plus de clics et plus de temps. Le biais de science d'exposition, c'est plus on voit quelque chose et plus on adhère à cette idée. Hein. Je pense à l'idée du grand remplacement. Il y a pas mal d'années, on n'en parlait pas, et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est des choses un petit peu comme ça. Le biais d'autorité, c'est de confier. Quand il y a quelqu'un qui fait autorité, on croit avant tout à sa parole. La popularité sur les réseaux sociaux, c'est le biais de popularité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment parce qu'on va accorder plus de crédit à quelqu'un qui va avoir, par exemple, plus de followers. Est-ce que c'est juste? Est-ce que quelqu'un est plus pertinent sur un sujet parce qu'il y a plus de followers? Est-ce que Kylian Mbappé est plus pertinent pour nous parler du réchauffement climatique? Peut-être, je ne sais pas. Hein, il a peut-être des très bonnes connaissances, mais avant, peut-être qu'il faudra demander à des scientifiques. Le biais de conformisme, c'est de faire un petit peu souvent comme
Les émotions, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit peu, effectivement, les titres racoleurs qu'on trouve dans les clickbait. Oui, Colline. Oui, bonjour, je vous rejoins en cours après mon autre visioconférence. Merci. Et les émotions, la peur et la colère, j'en ai parlé tout à l'heure. Et la partie sur l'économie de l'attention, ici, alors du coup, là, c'est ce qui me fait faire le lien avec l'outil Carnaval Mental, hein, que je vais vous présenter, donc avant de rentrer dans le détail de ces points-là. Et après le Carnaval Mental, du coup, on fait une petite pause avant que je déroule la dernière partie. Et on devrait être pas mal en termes de timing, je pense. Et donc, sur l'économie de l'attention, je vais vous présenter rapidement Carnaval Mental. Donc, toujours pareil, hein, on va sur Numéduc, on le retrouve là. Enfin, j'ai pas encore. Non, je présente Webrunner à la fin. Carnaval Mental, donc on clique sur Accéder. On arrive ici, c'est un parcours pédagogique en. Hop, voilà, je pense qu'on le voit mieux comme ça. C'est un parcours pédagogique en 3 séances. Du coup, Carnaval Mental, ça fait un peu suite au VR de l'info que je vous ai présenté tout à l'heure. Les VR de l'info, on avait eu une demande du ministère de la Culture pour mettre ça en place et pour le remettre à jour. Et puis au bout de quelques années, ils nous ont dit « Ah, on voudrait quelque chose qui soit spécifiquement sur l'esprit critique ». Et du coup, on a créé cet outil qui s'appelle Carnaval Mental, ça se passe en... L'idée, en fait, en grosso modo, c'est de mieux comprendre les mécanismes cognitifs du cerveau. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, hein, puis comprendre comment l'économie de l'attention, les biais cognitifs et les arguments fallacieux, donc ça, c'est les séquences 2 et 3, et viennent influencer nos interactions sociales et nos usages numériques au sens large. Donc, on va voir ça surtout dans la séance 2. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur les séances 1 et 3, parce que du coup, c'est un peu moins le sujet d'aujourd'hui, mais moi je considère que pour faire la séance 2, c'est vraiment important de comprendre la séance 1, ou en tout cas de l'avoir abordée, parce que ça permet vraiment de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vais reprendre 2-3 petites choses que je vous ai expliquées, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est toujours pareil, hein, c'est en licence Creative Commons, donc vous pouvez télécharger les outils. Il y aura une mise à jour au mois de mars. Là, la séance 1 qui s'appelle l'atelier du cerveau farceur, elle est en 6 sous-parties. Alors, c'est une séance un petit peu en mode picking, c'est-à-dire que vous pouvez venir choisir un peu les parties comme vous voulez les animer en fonction des choses avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Mais pour passer un petit peu rapidement dessus, ici on a une partie sur la perception avec des découvertes des découvertes de distorsion de notre perception à travers des illusions d'optique. Voilà, je vous montre la première parce qu'elle marche toujours très bien, elle est toujours assez bluffante celle-ci. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. En fait, ici, d'habitude on prend le temps, hein, de mettre le truc en animation, mais les 2 personnes qu'on voit ici, les 2 visages de la femme qu'on voit ici sont de la même couleur. Et donc du coup, l'idée, c'est un petit peu de voir comment ça fonctionne, comment nos yeux perçoivent les couleurs, généralement en fonction des motifs qui sont adjacents, des couleurs, des teintes, etc. qu'il y a autour, et puis d'essayer de vérifier cette information. Là, on a un bouton vérifier, et là, on voit que quand on les colle, les 2 sont pareils. En fait, du coup, c'est ce qui fait la différence de couleur, c'est les éléments et la clarté et les couleurs des éléments qui sont autour. Et effectivement, c'est les deux visages ici ont la même couleur. Alors, on commence avec ça, et puis généralement, c'est assez bluffant. C'est plein de petits outils comme ça qui permettent de voir des illusions de contraste, de perspective, une petite vidéo sur la limite de la capacité d'attention. Voilà, je vous laisserai découvrir ça, hein, je ne rentre pas dans le détail de ça. Il y a une formation, s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'on va faire au mois de mars sur ça. Voilà. Une deuxième partie qui est plus sur l'interprétation. L'interprétation, c'est essayer de comprendre un petit peu comment notre cerveau, une fois qu'il a perçu quelque chose, il va le recevoir, l'interpréter, et on s'aperçoit que souvent, en interprétant,
il prévoit, il suppose, il comble le vide, il va chercher à donner du sens, mais on s'aperçoit qu'en fait, le cerveau, jamais, notre champ de vision permet jamais de voir tout ce qu'on s'imagine voir, et le cerveau reconstitue. Alors, là, ça peut paraître un petit peu étrange ce que je dis, il y a une expérience qui est très rigolote à faire pour ça, c'est le point aveugle. Alors ça, je dois un petit peu le remettre à jour, mais je ne sais pas si j'ai le temps de préciser ça, en fait. Bon, allez, je vous raconte cette histoire. Le point aveugle, c'est extrait du livre d'Albert Muckeiber qui s'appelle « Votre cerveau joue des tours », qui est vraiment super, un tout petit bouquin. Mais en fait, là, si vous imprimez cet outil-là, ce qu'on voit, et que vous le regardez de loin et que vous le rapprochez au fur et à mesure, il va se passer quelque chose. Alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Quand on est dans notre œil, alors là, parce que normalement, j'ai oublié de le préciser, on ferme un œil, par exemple, on ferme l'œil gauche et on regarde avec l'œil droit. Et du coup, ça va peut-être pas le faire là si vous le faites, je vois qu'il y a des gens qui se rapprochent de leur écran, ça va peut-être pas le faire sur écran, vaut mieux les imprimer. On ferme l'œil gauche, on regarde avec l'œil droit, et en fait, du coup, dans notre œil droit, et dans notre œil gauche aussi évidemment, il y a à l'endroit où passe la rétine, il y a ce qu'on appelle un point aveugle. Et en fait, normalement, quand on voit quelque chose, on devrait systématiquement voir avec un trou au milieu. C'est-à-dire si je ferme un œil, je devrais voir avec un trou au milieu, parce qu'à l'endroit où passe ma rétine, je ne vois pas, c'est un endroit où je vois pas. Pas la rétine, c'est à l'endroit où passe mon nerf optique, je ne vois pas de ma rétine. Et du coup, si je regarde la croix avec mon œil droit et que je rapproche la feuille, à un moment, le point qui se trouve à droite va disparaître, parce que il se trouve à l'endroit du point aveugle, là où passe mon nerf optique. Là, il va disparaître et mon cerveau va interpréter que, vu qu'il voit que du blanc autour, il va interpréter qu'à cet endroit-là, il y a du blanc. Si on fait la même expérience en dessous, qu'on regarde la croix et qu'on avance la feuille, et ben notre cerveau, il va imaginer une barre entière. Et il va voir une barre entière. Si vous faites l'expérience, vous verrez apparaître une barre entière et quelque chose de blanc, là où, quand on regarde autrement, on voit des points. Alors désolé, ça n'a pas trop de lien direct, mais c'est pour vous présenter un petit peu ce qui se passe dans cette séquence. Et l'important, c'est un petit peu de se dire qu'effectivement, notre cerveau, en permanence, il va supposer, il va essayer de donner du sens et de combler le vide. Et du coup, on a plusieurs outils pour permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans cet outil-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait un petit jeu qui s'appelle la folle journée de Zoé. Alors, je vais essayer de faire très vite parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le système 1 et le système 2. On va choisir si ça nous fait partie du système 1 ou du système 2. Le système 1, c'est celui qui est plus intuitif, émotionnel, réactif, etc. Et le système 2 qui va prendre un peu plus le temps. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein, absolument pas. On a besoin des deux tout le temps. Les deux sont expliqués ici. Et du coup, il y a un petit jeu pour savoir comment notre cerveau alterne entre des choses qui vont être très spontanées, très rapides, et puis des choses qui vont être un petit peu plus lentes, délibérées, analytiques. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on prend le système lent, délibéré, analytique, on aura une bonne réponse ou une mauvaise. Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais du coup, ça permet un petit peu de voir ça. Et ensuite, on a un petit outil, un autre petit jeu qui permet de voir, hop, c'est des jeux de devinettes, comment parfois le cerveau, en prenant les raccourcis, en allant le plus rapidement possible, et ben, il va nous induire en erreur. Voilà, c'est des petites devinettes très simples. Hein. Là, je vais montrer. Là, le père de Marie a 5 filles. Nana, Néné, Nini, Nono et... Quel est le nom de la 5e fille? Je spoil parce qu'il faut aller vite. Du coup, bien souvent, les gens vont se dire « Ah, le nom de la 5e fille, si c'est Nana, Néné, Nini, Nono, la 5e, c'est Nunu. » Donc, on va sûrement penser que la réponse était Nunu, mais en fait, le nom de la 5e fille, c'est Marie, puisque ce sont les sœurs de Marie. Et du coup, il y a plein de petits jeux comme ça qui permettent de voir un petit peu comment, parfois en prenant des raccourcis un petit peu spontanés, le cerveau nous induit en erreur. Hein. C'est pas forcément des problèmes. Alors, tout est expliqué. À chaque fois, il y a des petits points d'exclamation qui viennent expliquer ce qui se passe, comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Et ensuite, il y a une partie sur les nudges qui va... Alors, il y a une partie sur les neuromythes, je l'ai mis à la fin, c'est plus sur le fonctionnement du cerveau,
qu'est-ce qui est vrai, est-ce que par exemple, est-ce que c'est vrai qu'on utilise que 10% de notre cerveau? Non, c'est faux. Et puis à chaque fois, c'est expliquer pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Et c'est documenté. Et il y a une partie sur les nudges. Les nudges qui nous amènent vers la séance 2. Les nudges, c'est la psychologie cognitive, hein, j'en parlais tout à l'heure, psychologie sociale et psychologie cognitive, qui vont permettre d'orienter, d'influencer des comportements. Alors souvent, le principe des nudges, c'est souvent des comportements qu'on dit, d'encourager les comportements qu'on dit positifs. Voilà, transformer les escaliers en notes de piano, transformer un déjeuner à base de légumes en cornet de frites, des marches avec des messages motivants, des mouches dessinées dans l'urinoir. On sait que c'est des choses qui marchent très bien, notamment les mouches dessinées dans l'urinoir. Ça a été testé dans un aéroport, je ne sais plus dans quel pays du nord de l'Europe, et on s'était aperçu que ça avait, de manière assez conséquente, baissé les frais en termes d'entretien des toilettes. Donc, voilà, parce que les mecs pissent dessus, je ne sais pas, c'est qui ont pissé à côté. Bon. Voilà les nudges qui nous amènent du coup vers la séance 2. Là, les nudges, du coup, c'est une orientation positive, et du coup, la séance 2, c'est le laboratoire des technologies persuasives, et là, ça nous amène directement à faire le lien entre l'esprit critique et les médias et le numérique. Et du coup, là, la séance 2, c'est le laboratoire des technologies persuasives. Donc, c'est vraiment les expériences sur l'économie de l'attention, les outils qui sont mis en place pour orienter des opinions ou des comportements, faire passer plus de temps, notamment sur Internet, derrière un écran, sur les réseaux sociaux. Alors, ça se passe avec un certain nombre de créatures là que je vais vous présenter. Je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'il y en a 10 qui sont assez faciles à identifier et 10 qui sont un petit peu compliqués. C'est un jeu de cartes. Pour rencontrer les créatures, on les rencontre à travers une histoire. Je vais vous présenter les créatures après. Il faut que je fasse une petite mise en forme sur ça, mais on trouve les histoires ici dans les chroniques numériques. Et donc, hop, voilà, il y a les deux niveaux. Hein, les niveaux 1 qui sont les manipulateurs d'attention et d'émotion, qu'on voit plus facilement et qu'on reconnaît immédiatement. Et le niveau 2 qui sont les manipulateurs d'informations et de données, plus abstraits et profonds, un peu plus compliqués à identifier. Du coup, il faut toujours commencer par faire le niveau 1, puis après on fait le niveau 2. Et puis, il y a les créatures qu'on va rencontrer au fur et à mesure du jeu, et une petite histoire qu'on raconte pour expliquer comment ça se passe et ce qu'elles font. Je vais vous les présenter, hein, les créatures, pas à cet endroit-là, mais du coup, à chaque fois, il y a une petite histoire à raconter. Après, les gens peuvent s'en saisir avec l'histoire ou sans l'histoire, tout est possible. Et du coup, ces créatures, on va devoir les combattre au fur et à mesure qu'on avance. Alors, en fait, on avance sur une carte, comme ça, un jeu de plateau, et au fur et à mesure qu'on avance, on va rencontrer les créatures qu'on peut mettre sur le plateau dans les cases avec, j'ai perdu le nom de comment ça s'appelle, les trucs qu'on met sur un bureau qui permettent un porte-carte, je pense simplement, un porte-carte. Et du coup, on voit la créature et on doit la combattre. Et pour combattre la créature, on va avoir des outils qui sont ici dans le carnet stratégique. Non, qui ne sont pas ici, qui sont... Alors, le carnet stratégique, il va expliquer, ça m'évite de revenir dessus après, comment les outils qu'on appelle les outils de parade vont permettre de combattre les créatures et combien de points ils infligent à chaque fois à chaque créature. Donc, chaque créature a un nombre de points de vie, ça aussi, je dois le retravailler visuellement. Chaque créature a un nombre de points de vie, et après, en utilisant des cartes parades, on doit arriver à battre la créature. Donc, je vais vous présenter les cartes parades et les créatures. Donc, vous avez vu le plateau, vous avez vu l'histoire, vous avez vu les documents stratégiques, et du coup, on a l'arsenal de défense, donc là, avec des cartes outils, connaissances ou textes de loi. Les textes de loi, ils sont plus difficiles à mettre en place. Les outils, ça va être par exemple, pour la créature qui va faire apparaître des publicités, d'utiliser un bloqueur de publicité. Typiquement, assez facile à mettre en place. Et les cartes connaissances, un petit peu plus autour de la connaissance des biais cognitifs et des stratégies de manipulation. Donc, sur ces cartes-là, je dois les simplifier un petit peu, parce que dans les expérimentations qui sont faites jusqu'à présent, les textes sont trop longs à lire pour la fluidité du jeu. Donc, il y aura un texte un peu plus long au recto et un texte un peu plus court au verso. Et je dois les refaire aussi visuellement un petit peu.
Et donc, à chaque fois, on rencontre les créatures qui sont ici, que je vous présente. Alors, je ne vous les présente pas toutes, hein, évidemment. Astrobibot, je vous ai parlé de l'astroturfing tout à l'heure, Astrobibot, c'est le spécialiste de l'astroturfing, hein, qui crée des faux mouvements d'opinion pour manipuler le débat public. Alors, lui, il fait partie des compliqués, évidemment. À chaque fois qu'on a un personnage, on peut voir son recto et le verso de la carte. Évidemment, on peut tout imprimer. À chaque fois, on a son domaine d'expertise qui fait précisément, et un exemple concret sur les réseaux sociaux ou dans un usage d'Internet d'une manière générale. Et voilà, on retrouve ça. Et à chaque fois, on peut aussi cliquer pour les afficher en plein écran. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ils s'affichent en plein écran. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui, quand ils l'animent, utilisent des vidéoprojecteurs. Voilà, donc je vous présente Automatic Talk. Automatic Talk qui va créer des habitudes addictives pour qu'on revienne, qu'on consulte le plus souvent possible notre smartphone. Je ne sais plus ce que donnent les derniers chiffres, mais c'est assez hallucinant le fait que systématiquement on ait envie de regarder ce qui se passe, même quand on sait qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Bubble qui nous enferme dans une bulle informationnelle, une bulle algorithmique, on a vu ça tout à l'heure. Captain Lootbox qui va apparaître dans les jeux vidéo, notamment en nous faisant espérer des récompenses aléatoires et qui va nous faire payer pour avoir ces récompenses aléatoires. Click Octopus, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui attire avec des titres sensationnalistes ou des choses comme ça. Alors on voit au verso, hein, par exemple, il y a un exemple, en scrollant sur votre fil d'actualité, vous tombez sur un article intitulé « Vous n'en croirez pas vos yeux, ce chien a une réaction incroyable en revoyant son maître ». Intrigué, vous cliquez, mais au lieu de voir la vidéo promise, vous êtes assez de fenêtre pop-up, de publicité, etc. Je pense que ça parle assez bien. Crazy Cookie, il va se mettre des miettes sur notre passage pour identifier tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut regarder. Dark Minos, il va utiliser ce qu'on appelle des dark patterns. Les dark patterns, c'est ce qu'on va appeler par exemple les cases précochées. On sait que c'est ce qu'on appelle, il y a un biais qu'on appelle le biais de statu quo, et quand quelque chose est déjà fait, on n'a pas envie forcément de le défaire. Donc on va prendre l'option par défaut et on va souvent la garder. Et ça s'appelle le biais de statu quo, et souvent ça va être, par exemple, on a réservé un voyage, j'en sais rien, et puis la case qui est cochée, c'est hop, vous voulez prendre l'assurance avec, mais bien sûr, ça vous fera, et puis après, à la fin, on sait combien ça coûte. Mais ça paraît à tout le monde aussi. Dopaminata sur les systèmes de récompense. J'ai parlé rapidement de la dopamine tout à l'heure. La dopamine, c'est souvent un petit peu détourner la manière dont, en fait, on dit souvent que la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, du plaisir, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, et il y a d'autres hormones qui viennent agir dans ça. Souvent, il y a quelque chose, mais peut-être qui permet un petit peu de vulgariser le fonctionnement. Firebird, qui va jouer sur les séries, hein, par exemple, dans les jeux, avoir des séries, réussir plusieurs choses à la suite, revenir tous les jours, les flammes de Snapchat, notamment, ça fonctionne comme ça aussi. Faux Monster sur la peur de manquer quelque chose. Alors là, je la prends dans un exemple concret, hein, sur un site de e-commerce. Faux Monster s'affiche en bandeau annonçant une vente flash de 24 heures. Un compte à rebours vous rappelle que le temps est compté. Juste en dessous, un message vous informe que d'autres utilisateurs sont en train de consulter le même produit et qu'il n'en reste que quelques exemplaires en stock. Affolé à l'idée de rater cette promotion, vous remplissez votre panier à la hâte, votre commande, et validez votre commande sans prendre le temps de réfléchir. Donc ça, je pense que ça parle aussi à tout le monde. Notification Ninja qui nous envoie des notifications en permanence. C'est pareil, hein, il y a toujours des outils pour bloquer ça, pour l'enlever, mais souvent quand on n'est pas formé à ça, on ne sait pas. On ne sait pas paramétrer son téléphone, on ne sait pas enlever les notifications. On n'a jamais même pensé que c'était possible de le faire. Sponsor, pareil, hein, qui se glisse dans les fils d'actualité pour afficher de la publicité. C'est pareil, il y a des bloqueurs de publicité et sur les smartphones et sur les ordinateurs. Si on ne sait pas que ça existe, on se tape de la publicité. Moi, j'hallucine souvent quand je vois des usages d'autres personnes avec des trucs de publicité qui arrivent de partout. Et j'explique que juste en 5 minutes, l'expérience d'Internet pourrait être complètement différente. Timox, donc, qui va jouer sur les émotions, hein, la colère, la peur, notamment les émotions les plus fortes. Donc, il exploite nos réactions émotionnelles pour influencer nos actions en ligne. Et là, je vais finir sur les deux derniers. Là, Troll Hypnotique. Troll Hypnotique, il est né dans une ferme à trolls. Alors, lui, il fait partie de la séance 2, il est un petit peu plus compliqué. Il est né dans une ferme à trolls. Il y en a une qui est notamment, qui était très connue, je crois qu'elle n'existe plus, qui s'appelait l'ERA. À Saint-Pétersbourg,
et qu'organisait, qui faisait en sorte de créer des événements à travers le monde pour que les gens à l'autre bout du monde se tapent dessus ou s'engueulent, etc. Donc l'idée, c'était de créer des contenus les plus polarisants possibles. Vous pouvez trouver pas mal de choses sur ça. Et Vortex, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui nous donne des flux continus pour nous inciter à scroller de manière infinie. Donc voilà, on retrouve un petit peu les personnages que j'ai présentés tout à l'heure. Très rapidement, du coup, parce que vraiment, on n'a plus beaucoup de temps, la séance 3, elle va être sur les arguments fallacieux. Du coup, là, on vient incarner quelqu'un qui est dans le journal d'un lycée. Et du coup, c'est dans des chats. Alors, il va y avoir deux versions de cet outil-là dans les chats. Et du coup, dans les conversations, on doit à un moment identifier le type d'argument fallacieux. Alors là, je vais directement dans le truc, mais c'est un peu plus introduit. Et les arguments fallacieux identifiés ici, ça va être des arguments d'influence ici, donc type appel à l'autorité, à l'émotion, à la popularité. Des arguments de distraction type attaque personnelle, faux dilemme et pente savonneuse. C'est un peu plus compliqué. Hein. Ça, c'est fin de collège, lycée, hein, généralement, pour attaquer cette séance. Et des arguments de manipulation type l'analogie douteuse, généralisation abusive, etc. Ou l'inversion de la charge de la preuve. C'est à toi de me donner la preuve que le Père Noël existe. N'existe pas. Bon, il existe, ça je le vois. Et du coup, on peut même inventer ses propres scénarios et créer son contenu, l'exporter en JSON et le réimporter dans la séance pour jouer avec ses propres scénarios qu'on aurait créés soi-même. Donc voilà, le carnaval mental qui se trouve sur cette fleur. Et après, je ferai je vais faire très rapidement parce que du coup, on trouve des choses qui vont ensemble et ça va toujours beaucoup plus vite de finir ici. Mais si vous avez des questions sur la partie faire preuve d'esprit critique et le carnaval mental, si les outils vous intéressent, si vous avez des réflexions, eh bien, c'est le moment. Je vous écoute. J'ai assommé tout le monde ou bien? Colline? Non, moi je voulais rebondir, je trouve ça super, toutes ces ressources complémentaires, je vois totalement l'utilisation concrète. C'est des choses dont j'ai intervenu dans un colloque ou dans une unité d'animation et c'est ce genre de choses dont on a pu parler aussi au niveau du numérique, en termes d'esprit critique, en termes d'éducation média à l'information. Donc, super contente de voir toutes ces ressources à notre disposition, en plus de toutes celles qu'il y avait. Donc, merci. Ouais, bah merci. Tu l'avais pas déjà vu, Carnaval mental? Pas dans le détail comme ça, tu nous en avais parlé, mais j'avais pas vu toute le. Ouais, Je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Non, mais je pense que je ferai une visio plus spécifiquement sur ça à un moment. Parce que du coup, les gens qui étaient dans le groupe de travail connaissent. Là, je vois qu'il y a Daniel. Mais effectivement, on en a parlé, mais des fois, c'est peut-être pas assez remonté. Mais au mois de mars, j'aurai fini la mise à jour. Et je pense qu'après, je ferai une grande visio de 2 heures juste sur Carnaval mental, quoi. On est d'accord que pour ceux qui veulent s'en emparer, tu peux les accompagner, leur refaire un petit point avant qu'ils mettent le jeu en place. Alors pour être plus précis, même, il y a une formation au mois de mars sur 2 jours sur Carnaval mental. Cependant, pour l'instant, il n'y a personne qui est inscrit. Alors on sait qu'il y a des difficultés dans le réseau à se mobiliser sur les événements en présentiel à Paris et que souvent on mobilise plus facilement. On en a parlé il n'y a pas longtemps, Julien, lors de la réunion de formation, sur des événements à distanciel. Si on voit que la formation ne se remplit pas, moi je proposerais une visio par séance de présentation de carnaval mental, quoi, au lieu de la truc de ça en présentiel. Parce que je sais que souvent les fédérations, c'est difficile de laisser partir les personnes qui sont en animation au quotidien, quoi. Voilà. Mais,
Et du coup, oui, après avoir, s'il y a besoin, moi j'accompagne évidemment, quoi. Et puis c'est chouette parce qu'à chaque fois que je rencontre du monde, à chaque fois on a des retours sur ça, sur la manière dont c'est mis en place, dont c'est utilisé. Et c'est un jeu qui marche. Le 2, là, la séance 2 marche assez bien. Même des fois dans des formats type salon ou des choses comme ça, juste une table en mettant les cartes sur la table, les gamins ils viennent et puis et hop, on peut lancer la conversation. Ça marche très vite et très facilement. Je mets le lien vers la formation dans le chat. Cool. Ouais, bah écoute, passons à la dernière séquence. Yep, vas-y. Alors, désolé. C'est très agréable de voir comme ça. Voilà. Alors, dernière séquence, du coup, je vais passer rapidement du coup, sur les 4. Je vais dézoomer. Sur les 4 pétales ici, parce que du coup, on va moins au fond de chacun des éléments. Ici, sur la partie fact-checking, on a des sites. Hein. Alors, normalement, ils doivent fonctionner parce que c'est des liens externes. Voilà, d'endroits pour aller vérifier les informations. Quelques outils pour repérer les informations, mais vous les trouvez aussi ici dans le catalogue. Vérifier l'information ici, site de fact-checking, outils de vérification, voilà. Après, il y a une partie donc du coup sur les données personnelles, c'est pareil, hein, toujours dans le catalogue ici. Vous trouvez les infos et dans vie numérique et relations aussi. Pour repréciser, hein, pour ceux qui sont arrivés un peu après, pour avoir le catalogue, on clique sur ici dans numeduc.org sur éducation aux médias, accéder. On a accès au catalogue et en cliquant ici, on a accès à la fleur que j'ai fermée, donc ici. Du coup, si je lui ai fermé, hop, je passe sur les derniers. Alors, je vais accéder directement. Pour accéder directement, on fait un clic sur la molette et puis on peut accéder directement au contenu. On gagne pas mal de temps. Fact-checking, données perso, ok. La partie données perso, bah, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. C'est aussi protéger sa vie privée. Quelles informations... Aujourd'hui, on se pose très peu la question sur ce qu'on fait, sur ce qu'on donne comme autorisation, sur les droits qu'on donne aux plateformes. On va accepter des conditions d'utilisation très facilement, etc. Donc l'idée, là, c'est un petit peu de donner des outils pour permettre de comprendre comment ça fonctionne. Alors là, dans CGU, je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Si, ça va fonctionner toujours. Il y a une juriste qui a traduit les conditions d'utilisation d'Instagram. Donc, tout ce qu'on met sur Instagram appartient à Instagram, ça ne nous appartient plus. Des photos, des vidéos, etc. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Hein. Le mettre en photo sur un abribus, pas de problème. Hein. S'ils le souhaitent, ils en font ce qu'ils veulent. Comment protéger sa vie privée, quelqu'un un peu petit, des tips de la CNIL, là ça renvoie vers une vidéo qui est un petit peu datée mais qui est toujours très bien. Comment on sécurise ses mots de passe, là ça renvoie vers un outil qui s'appelle How Secure is my password. Si je tape par exemple AZERTY 1, je tape mal mais bon, AZERTY 1, 2, 3, 4, voilà, ça va me dire que je vais pas taper 1, 2, 3, 4. AZERTY. Voilà, ça va me dire, ah bah là, il faut quand même un jour pour le trouver. Bon, là, il y a un petit bug sur ça. Mais voilà, il y a, quand on met quelque chose, ah oui, ça va être QWERTY 1, 2, 3, 4 parce que c'est un site en anglais. Mais du coup, assez rapidement, il peut nous dire, voilà, on tape tel mot, il faut 11 microsecondes pour identifier le mot, pour craquer le mot de passe avec ce qu'on appelle une attaque de force brute. Voilà. C'est des petits outils comme ça qu'on retrouve ici. Les autorisations et trackers, alors ça, je vous le montre très rapidement parce que c'est quand même intéressant, c'est l'histoire du niveau à bulle. Oh bah mince, c'est dommage. Je l'ai pas aussi. Eh bien, tant pis. Non. Bon, bah tant pis. Il faut que je le remette. Du coup, c'est juste, ça permet de voir quand on installe sur son téléphone un outil. Alors là, j'avais tapé niveau à bulle et j'ai pris le premier outil de niveau à bulle. Et on voit immédiatement, et ça c'est quelque chose à faire avec les publics qu'on accompagne, on voit immédiatement les trackers qu'on autorise et les autorisations qu'on donne. Et donc pour accéder à un niveau à bulle, donc un niveau à bulle pour rappel, hein, c'est juste
quelque chose qui utilise le fait que notre téléphone soit droit ou pas et qui met comme une bulle comme ça et qui nous dit ok, là c'est droit, là c'est pas droit. Et bah du coup, pour utiliser le premier niveau à bulle qui apparaît sur Android, il faut lui donner accès à son carnet d'adresses, à Internet, à l'ensemble du réseau, à sa position physique GPS, etc. Et après, les données sont transmises quand on regarde les trackers, on voit que c'est transmis à l'international, dans tous les pays du monde, et on voit à qui exactement c'est transmis. Donc c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Il y a une partie sur l'image de soi, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, hein, les corps dans les médias, peut-être des outils de réflexionnement sur les corps dans les médias, l'hypersexualisation des corps, les publicités, les corps comme ils sont représentés dans les publicités et dans les médias d'une manière générale, donc des questionnements un petit peu sur ça. Une partie sur l'expérimentation, là je ne vais pas avoir le temps de rentrer dedans, mais je vous renvoie un peu vers les travaux de Jocelyn Lachance qui sont vraiment intéressants, qui amènent que le fait d'utiliser les réseaux sociaux souvent pour les... Ah bah d'ailleurs il y a une vidéo, hein, si vous cliquez dessus, je crois que vous tombez sur une vidéo de Jocelyn Lachance, qui explique l'importance d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir expérimenter des choses qu'on pourrait plus difficilement faire en face à face. Par exemple, il donne des exemples sur des questionnements sur le genre ou la sexualité, par exemple, où on peut expérimenter dans des communautés et que c'est peut-être plus facile de le faire là plutôt que directement en face de côté. Les idéaux de beauté, bon, toujours dans les corps. Le sexting, donc le partage de sextos, de nude, etc. Donc les questionnements de quelle confiance on accorde, comment on fait, et éventuellement les risques qu'il y a derrière, hein, en sachant qu'évidemment c'est jamais la personne qui partage qui est fautive, que la personne qui va relayer un sexto qui lui a été partagé, qui là pose problème. Et là c'est ce qu'on retrouve dans les violences en ligne, la partie qu'on va appeler sextorsion, donc le fait de partager des images qui ont été souvent soit filmées à l'insu de la personne, soit partagées sous le coup de la confiance et permettent du chantage. La partie dick pic et consentement, donc envoyer des parties de son corps, généralement son sexe, c'est généralement les sexes des hommes, et à qui on l'envoie, est-ce que la personne est consentante pour recevoir ça, oui ou non, hein, évidemment, les personnes peuvent être tout à fait consentantes pour recevoir ça. Le revenge porn, donc se venger, alors c'est plus celui-ci que j'aurais dû mettre en lien avec le sexting, se venger souvent d'une relation où il y a une confiance en diffusant des images qu'on aurait eues dans le cadre d'une relation intime. Le slut shaming, donc c'est le fait d'afficher des personnes, notamment on trouve ça, je sais plus, dans le 93, donc là où j'habite, il y avait les grosses salopes du 93, voilà, un groupe Snapchat comme ça, où du coup l'idée c'est d'afficher des personnes comme ça pour... c'est une violence, c'est du harcèlement clairement, et notamment un type de slut shaming, c'est ce qu'on appelle les comptes ficha. Ficha, c'est affiché, et c'est exactement le principe de ça. Donc, le happy slapping, c'est sur une bagarre, créer quand il y a une bagarre, déjà souvent être à l'origine et la filmer pour après la diffuser, c'est-à-dire il y a une espèce de double peine pour la personne qui s'est fait taper dessus, une première honte de se faire taper dessus et une deuxième honte de diffuser la bagarre. Et le grooming, c'est le fait pour les adultes de se faire passer pour des enfants sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo aussi notamment. Pour discuter de toutes ces questions, et je termine sur ça, pour discuter de toutes ces questions, on a Webrunner. Donc l'idée vraiment de Webrunner, c'est de permettre d'ouvrir un espace, alors entre, je disais parents et enfants, mais c'est vraiment entre éducateurs au sens large et les jeunes sur les pratiques numériques, créer des ponts entre les générations, découvrir et comprendre l'univers numérique des plus jeunes et offrir un espace de dialogue. Hein. L'idée, c'est vraiment de créer cet espace de dialogue sur les thématiques. Donc là, il y a une double approche. Hein.
les thématiques qui permettent, alors ça se joue, c'est un jeu de plateau. Le but du jeu, je le fais très rapidement, c'est d'arriver au centre et on se déplace à l'aide des cartes. Et du coup, les cartes qui portent les numéros 1, 2, 5, 1 et 2, c'est généralement les cartes les moins, avec les comportements les moins valorisables sur Internet et les réseaux sociaux. Donc celles sur lesquelles on va plus sensibiliser, hein, ça va être les contenus choquants, les violences en ligne, la désinformation, l'impact sur la santé physique et mentale. Donc on va retrouver dans ces cartes 1, 2. Dans les cartes 5, on va commencer à trouver des choses qui vont être un peu plus constructives, créatives. L'idée, c'est aussi de valoriser les pratiques positives des jeunes, les interactions sociales, la créativité, la recherche d'informations, l'engagement citoyen, hein, voilà, le matériel reconditionné, des choses comme ça, le divertissement, les apprentissages, le partage. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les 5, 10 et cartes pont qui permettent de passer d'un cercle à l'autre. Et un peu comme au Milborn, on a des cartes qui s'appellent dégâts et rétro-dégâts, mais on va les changer ils changent de nom dans la nouvelle version, qui permettent dans le jeu de ralentir un adversaire ou de contrer le ralentissement. Donc voilà, juste très rapidement, à chaque fois pour chaque image, par exemple si je prends pornographie, on a une petite vidéo que je vais refaire là dans les prochaines semaines. Une petite vidéo qui dure 1 minute, je vais les faire en 30 secondes, le groupe a dit que c'était un peu trop long, avec les personnages qui parlent et qui expriment un propos. Donc on peut mettre la vidéo et se dire comment on se positionne par rapport à ce propos. On a un quiz avec à chaque fois, donc au total il y a 35 cartes et il y a 3 questions par carte, donc au total il y a 105 questions. Donc c'est des quiz avec des niveaux de questions, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et quand on a rempli un certain nombre de bonnes questions au quiz, on reçoit un diplôme. Il y a une partie focus sur qui est plus pour les intervenants pour s'informer un peu plus précisément sur la question. Des conseils aux parents qui sont faits en collaboration avec l'Open, l'Observatoire pour la parentalité et éducation numérique, qui est un comité constitué de sociologues, psychologues, spécialistes du numérique et des usages des jeunes, et des ressources pour aller plus loin sur toutes les questions. Donc il y a ça sur chacune des 35 cartes qu'on retrouve ici. Et tout dernier outil que là je suis en train de terminer et qui sera présenté dimanche au congrès. Donc si ça vous intéresse de le découvrir, vous serez les premiers. On l'a présenté avant-hier, je crois. On a appelé les mécaniques de l'esprit critique. Du coup, c'est suite à la résolution de congrès. On propose cet outil qui permet à partir de retrouver tous les contenus. L'idée, c'est d'outiller les citoyens et les éducateurs pour construire une pensée critique éclairée. Mais on retrouve tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la démarche d'EducPop, comment elle s'est passée. Là, on va retrouver toutes les phases du travail, donc avec notamment toutes les contributions de toutes les fédérations qui ont été proposées. Ici, on retrouve toutes les contributions par idée. Donc, chaque fédération a proposé. On retrouve toutes les idées qui sont ici. Et par exemple, mouvement d'idées et d'influence, avancée de l'extrême droite. Voilà, on retrouve une citation ici de quelqu'un dans une fédération. On peut cliquer dessus et aller plus loin. On retrouve tous les débats qui ont été faits et les tables rondes. Certains en PDF, certains en vidéo, certains en podcast. On retrouve des quiz, des outils, des podcasts, des interviews. On retrouve aussi toutes les contributions du réseau qui ont été faites et des initiatives qui existent déjà sur l'esprit critique dans les fédérations. On retrouve tous les ateliers qui ont été faits lors du congrès. Et enfin, on retrouve tous les actes avec les résolutions de congrès, l'acte et le rapport de la question de congrès. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur l'esprit critique, c'est un peu une grosse mine d'informations. N'hésitez pas à vous en saisir. Est-ce que vous avez des questions parce que du coup, je suis un petit peu allé aussi au pas de charge sur les derniers points. Est-ce que vous avez des questions sur ça? N'hésitez pas. Moi, je reste disponible. Mais il est 18h pile.
Je reste disponible pour les Nickel, questions. bravo. Vas-y, Florence. Ouais, alors on est du 83 tous les deux et on est intéressé. Alors, c'est pas une question, hein, c'est juste de dire on est intéressé pour éventuellement participer. Alors, je sais pas si c'est en présentiel ou pas en présentiel. Et je sais pas si en présentiel c'est possible, mais en tout cas en distanciel sûrement. Mais justement pour rentrer un peu plus dans le détail. Là, ça fait énormément d'informations Bah, et, et voilà. Donc, super intéressant, mais qui nous demande du temps quand même de prépa. Donc, s'il y a une visio, peut-être ça sera sûrement du temps gagné. Merci du coup de toute cette présentation. ouais, bah, merci, avec plaisir. Bah oui, c'est vrai que enfin, quand je présente les outils, c'est les outils qui s'utilisent. Chaque séance que j'ai présentée dure 1 heure, et là, donc, du coup, présenter en 2 heures une vingtaine de séances, et plein d'outils, c'est assez compliqué. Mais oui, dans tous les cas, on va s'il y a suffisamment d'inscrits à la formation carnale mentale, elle va se tenir en présentiel. Et si on voit qu'il n'y a pas suffisamment d'inscrits, on la fera en visio. Mais après, effectivement, s'il y a des demandes, et je me rends compte là quand j'entends Colline dire que elle avait déjà entendu parler de carnal mental, mais qu'elle ne voyait pas forcément précisément ce qu'il y avait dedans, que peut-être il y a besoin pour le réseau que je fasse une visio de présentation plus précise et peut-être un peu moins au pas de charge de cet outil. Ou de Webrunner aussi. Enfin, ouais, carrément. Oui, Sébastien, c'était pour savoir si tu avais accès au taux de remplissage pour la prochaine session. Pour Ah bah savoir oui, si nous qui sommes un peu. Ouais. j'ai accès au taux de Ah, remplissage pour la prochaine session de carnal mental. Il y a 0 personne pour l'instant. d'accord. Bon, bah, si on a l'effort à faire rapidement, on saura quoi faire. Mais bon. Normalement, de notre côté, on était censé voir, vu que nous sommes assez loin, pour qu'il y ait Ah un oui. vrai parcours concernant toutes les thématiques de formation dans le catalogue. Donc, je ne sais pas si on a été inscrit de notre côté, je ne pense pas. Mais bon, je verrai avec ma DG ce qu'il en est. Je reviendrai vers toi si jamais j'ai des questions. Ouais, en tout cas, n'hésite pas à venir peut-être celle qui est la plus générale, parce qu'effectivement, de là où tu es, ça fait quand même assez loin. Celle qui est la plus générale, c'est peut-être celle qui se trouve fin août à Ludovia dans les Pyrénées, qui généralement réunit le plus de fédérations aussi, et qui permet d'aborder des thématiques un peu plus larges. Les autres sont un peu plus spécifiques, peut-être. Après, il m'avait été demandé de faire des choix sur ce qui m'intéressait. Enfin, j'avais fait des choix et j'avais demandé des inscriptions à pas mal de choses. Normalement, c'est OK, mais il n'y a pas eu de retour. Je pensais que c'était OK, justement. Donc, je vais voir avec ma DG. On verra bien ce qu'elle me dira. Bah, n'hésite pas à revenir vers moi. Moi, j'ai une visualisation sur les formations, donc je peux te dire où ça en est. OK, sinon, en tout cas, de notre côté, pour le dépassement, il n'y a aucun souci. Chouette, bah, tant mieux.